Salut à tous, bienvenue donc sur l'épisode 66 de l'Entrepreneur Lifestyle. Donc aujourd'hui on va parler donc de business angel, d'investissement, de start-up. Donc j'ai un spécialiste qui est jeune, donc c'est très bien, parce que c'est un domaine qui est en général où il y a beaucoup de gens très âgés qui ont créé des boîtes ou qui ont été directeurs dans différentes sociétés mais qui n'ont jamais créé. Donc voilà. Il va donc nous parler donc de son club, de son parcours, de comment toi aussi tu peux devenir un investisseur et investir avec lui. Donc je te dis tout après avoir remercié les sponsors. Dropeasy, c'est l'e-commerce pour tous sans les soucis de l'e-commerce classique. Plus besoin d'avoir du stock ou de faire des colis. Tu n'as qu'à choisir les produits, les mettre en valeur sur ta boutique Dropeasy et encaisser l'argent. Même si tu n'y connais rien en e-commerce ou en marketing, pas de souci, Dropeasy a été créé pour que tu puisses te lancer rapidement et facilement. Lance-toi dans le dropshipping de qualité avec Dropeasy. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs européens et des produits de grande qualité. C'est pour cela qu'ils t'offrent une formation complète. Il te suffit de tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui avec le lien suivant thierry-du6henry.fr/dropeasy thierry-du6henry.fr/dropeasy. Donc aujourd'hui on a donc Gabriel Jarosson. Il a une chaîne YouTube, donc si tu connais l'investissement, si tu es intéressé par l'investissement, tu as dû donc voir ses informations et ses conseils. Peut-être que tu es du club, donc bienvenue à toi sur mon émission. Donc on va parler donc de son parcours, de ses investissements, du club qu'il a créé qui était un club très original, chose qui se voyait à l'étranger mais pas en France, et donc de tes possibilités qu'il va t'offrir donc de devenir toi-même investisseur et de pouvoir donc prendre des risques avec lui et devenir business angel. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que c'est l'émission la plus longue que j'ai enregistrée. On aurait pu faire 3 heures avec lui, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est un sujet qui m'a toujours intéressé, que je connais bien. Pas comme lui, mais que je connais bien. Donc, je te dis à tout de suite avec Gabriel. Salut Gabriel, comment tu vas? Salut Thierry, ça va très bien toi? Oui, très bien, merci. Donc, on a pu enfin se faire cet épisode, hein. Et on est tous occupés, donc surtout toi en tant qu'investisseur. Donc, on va parler donc de Business Angel, de ton activité, du fonds que tu as créé, de ton livre, hein, Les secrets d'investisseurs. Et donc, d'abord ça, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis, on va parler donc d'investissement en général et de Business Angel. Carrément, merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast. Ravi d'être là. Donc, pour me présenter, moi je m'appelle Gabriel Jarosson, j'ai 29 ans. Et je définis mon métier aujourd'hui comme aider les particuliers et les business angels à investir dans des startups en forte croissance en France et dans la Silicon Valley. Alors cette aide, elle se manifeste concrètement au travers d'un club privé que j'ai créé qui s'appelle Léonis Investissement. Et dans ce club, je propose à des particuliers, des business angels, des gens qui souhaitent investir, eh bien je leur propose d'investir avec moi dans des deals, dans des deals, donc dans des startups que je déniche à travers mon réseau, mon activité et à travers tout ce que je fais, qui sont donc, comme je le disais, des startups en forte croissance en France et dans la Silicon Valley. Donc ça, c'est voilà mon activité, c'est l'essentiel de ce que je fais. Au-delà de ça, j'ai donc une chaîne YouTube qui c'est assez marrant, c'est ma chaîne YouTube qui m'a permis de créer ce club et d'avoir ces 130 premiers membres dans le club. On est 130 aujourd'hui, on sera 500 fin 2020. Et donc c'est cette chaîne YouTube qui m'a permis d'en arriver là et que je continue de développer. J'ai écrit un livre effectivement sur l'investissement, ma vision de l'investissement, notamment dans les startups, qui s'appelle Mes secrets d'investisseurs, qui est publié aux éditions Maxima. Et voilà, ça c'est ce que je fais aujourd'hui. Et puis juste en un mot pour donner un petit peu de background, moi je suis ingénieur de formation et j'ai été toute ma vie avant ça, toute ma vie, je parle comme si j'avais 70 ans, tu sais. Non, mais avant ça, pendant quand même de nombreuses années, j'ai été entrepreneur. J'ai monté beaucoup de business différents, très variés. Et ce qui est caractéristique, c'est que j'ai beaucoup échoué. Alors j'ai quand même réussi à monter un business que j'ai revendu et c'est ce qui m'a permis de me lancer dans l'investissement au départ tout seul. Je vais bien sûr t'en reparler. Mais voilà, j'ai beaucoup échoué et ça, je trouve que ça me donne un vrai plus en tant qu'investisseur pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup d'investisseurs déjà qui n'ont jamais entrepris tout court, qui n'ont jamais monté de boîte. Donc évidemment, c'est moins pratique pour comprendre vraiment quelles sont les problématiques. Moi, je les ai vécues et comme j'ai fait plein de business différents dans plein de domaines différents, j'ai vécu plein de problématiques différentes dans différents types de business. Donc quand je vais rencontrer des entrepreneurs, très souvent, je comprends vraiment ce qu'ils vivent parce que je l'ai vécu. Donc ça, c'est d'une part. Et puis d'autre part, comme j'ai beaucoup échoué, échouer, c'est jamais agréable, hein, surtout quand on est entrepreneur. Sa boîte, c'est un peu son bébé. Quand on échoue,
on se dit j'ai raté, c'est parce que je suis nul, alors qu'en fait non, on a raté pour tout un tas de circonstances diverses et variées. C'est pas parce que en tant que personne on est nul, mais on se le dit quand même. Donc on se remet beaucoup en question, on réfléchit beaucoup et on n'a pas envie que ça se reproduise. On se dit si j'ai pas envie quand je recrée la boîte d'après d'échouer. Hein. Personne n'a envie de créer une boîte pour échouer. Donc j'ai Surtout qu'on échoue, on creuse un peu notre budget et si on échoue beaucoup, un jour on va très fond et c'est dur de remonter, il faut être très fort. Exactement. Alors effectivement, par ailleurs, j'en parle assez peu, mais c'est vrai que j'ai aussi perdu beaucoup d'argent. C'est tout à fait vrai. Et donc tout ça pour te dire que je pense qu'aujourd'hui c'est un avantage pour moi en tant qu'investisseur d'avoir autant échoué, parce que quand on échoue, on réfléchit beaucoup, on apprend. Et j'aime dire que échouer ça fait mal. Et donc quand ça fait mal, on a tendance à retenir. Donc aujourd'hui j'ai beaucoup échoué, ce qui me permet d'investir et de voir ce que dans les startups ce qu'il ne faut pas faire. Et quand je vois des startups dans lesquelles j'investis ou j'envisage d'investir, je leur dis faites pas cette connerie-là. Moi, je l'ai faite et ça a pas fonctionné. Donc, ça me permet de détecter assez bien des startups qui font pour le coup les choses bien. Elles sont assez rares et surtout détecter tout ce qui est pas tout ce qu'il faut pas forcément faire. C'est bien ce que tu as précisé parce que je vais aussi le préciser parce que souvent soit en France ou aux États-Unis, on fait l'erreur de dire qu'il faut faire des erreurs. Il faut faire des erreurs, mais si tu peux les éviter et se servir des erreurs des autres pour avancer, voilà, c'est mieux quand même de se servir des erreurs des autres parce que si on les fait soi-même, ça coûte des fois très cher. Et tu as oublié de préciser une chose super importante. La préface de ton livre, c'est Xavier Niel. Faut le dire quand même. Absolument. Ouais, la préface de mon livre a été écrite là, t'en as vendu 100 d'un coup, là, tu vois. ouais, absolument. Non, mais j'ai eu beaucoup de chance et effectivement, on a ce point commun. Je me compare pas à Xavier Niel du tout, en tout cas pas encore, mais on a ce point commun avec Xavier de vouloir vraiment démocratiser l'investissement dans les startups et de le rendre plus accessible et simplement d'essayer de développer cet écosystème français d'investissement dans les startups. Lui, bien sûr, il le fait beaucoup plus que moi, évidemment, au travers de l'école 42 qui forme des développeurs qui vont beaucoup, pas tous, mais aller bosser dans les startups ou aller créer des startups. Et puis au travers, évidemment, de Kima, son fonds d'investissement où il investit, c'est l'investisseur le plus actif de France dans les startups, et au travers de Station. Plus de 200 millions par an, je crois. Ouais, c'est hallucinant. C'est hallucinant et c'est génial. Et bien sûr, au travers de Station F, où il y a plus de 1000 startups incubées et qui sont accélérées. Et ça, c'est absolument génial pour l'écosystème. Ça, c'est ce que fait Xavier. Et puis, moi, beaucoup plus humblement, j'essaye de contribuer à l'écosystème français à travers ma chaîne YouTube sur laquelle donc je parle d'investissement dans les startups. J'essaie de démocratiser tout ça, etc. Au travers du livre, bien sûr, et puis donc au travers de mon fameux club qui est mon activité, et donc dans lequel je permets à des particuliers d'investir dans les startups, dans des deals auxquels ils n'auraient pas eu accès si c'était pas par ce club. Voilà. Le club, on va en parler à la fin, parce que là, ça va être un podcast très long, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Moi, j'adore l'investissement, j'en ai fait à ma façon. Et bon, je te l'ai dit en off, même si mon audience le sait, j'ai du mal à sortir de ça parce que j'ai fait des petites bêtises, donc j'apprends durement. Voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux apprendre des autres. Si je l'avais lu quelque part, j'aurais signé un pacte d'associés ou fait les choses autrement. Mais bon, parenthèse. À la base, je devais inviter un membre d'un grand réseau d'une fédération de business angel. Il y a eu des soucis, donc je me suis dit, je vais inviter Gabriel. Donc, il y a des questions qui sont un peu techniques parce que les gens souvent ne connaissent pas malheureusement le monde du business angel. Ils l'entendent, ils ne comprennent pas tout. Et en plus, ils confondent souvent parce qu'il y a différents niveaux. Il y a les angels, il y a les VC, enfin, il y a plein de choses. Donc, toi, tu vas nous éclairer parfaitement, même s'il y a une super émission qui est sortie il y a 3 semaines, je crois, QV de mon associé, qui est la copie, en fait, de Tiger Angel, de Dragon Angel, de Shark Tank. Enfin, voilà, il y en a plein dans le monde. Comme par hasard, on est les derniers. C'est ce que j'ai dit par tweet à Marc Simoncini. Il dit pourquoi on est les derniers, c'est pas normal. Mais bon, c'est pas grave. J'avoue que c'est bien fait. Je vais te dire pourquoi on est les. Ouais, non, c'est bien fait. Je vais te dire pourquoi on est les derniers. C'est assez simple. Et tu le sais très bien, puisque tu parles de liberté financière, d'investissement, d'argent, etc. Oui. Alors, c'est en train de changer avec des gens comme toi, avec des gens comme moi et avec quand même la nouvelle génération. Mais la raison pour laquelle on est les derniers, c'est qu'en France, on peut pas parler d'argent, tout simplement. L'argent, c'est tabou. Être riche, c'est tabou. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir les réactions dans Qui veut être mon associé. Il y a plein de gens comme toi et moi qui trouvent ça génial, mais tu as aussi plein de gens, moi je le vois sur Twitter, hein, tu sais, les émissions de télé sont beaucoup commentées sur Twitter. Il y a plein de gens qui disent ouais, machin, c'est ça le riche, etc., qui pètent plus haut que leur cul, etc. Donc, c'est compliqué de parler d'argent en France en prime time sur M6. Donc, c'est, je pense, la raison. Surtout que moi, je l'ai dit dans une vidéo que j'ai fait, comme toi, tu l'as fait, c'est qu'il y avait une émission, parce que moi, je regardais aussi à l'époque l'émission The Apprentice de Donald Trump, ouais. Qui a été fait partout. En France, ils ont essayé de la faire, ça a fait 3 émissions, ça n'a pas marché. Ouais. Et après, il y a même quelqu'un, j'ai oublié son nom, qui a créé un bouquin.
Aziz Seni qui a fait la copie donc de Shark Tank, mais avec deux investisseurs et très mal fait. Ça a duré sur le câble 2-3 émissions, ça n'a pas marché. Donc ça là semble très bien partir. Les speakers, enfin les invités sont parfaits réellement. Je trouve l'émission. Au début, j'hésitais à la regarder. Je me suis dit, oh, c'est encore un truc tout naze français. Et j'aime pas la télé, je regarde pas la télé. Je me suis dit, je vais m'y mettre. Et réellement, j'adore l'émission. Tout le monde m'en parle. Tous ceux qui aiment le business se disent, waouh. Il y a vraiment des bons exemples, des bons projets. Tu te dis, waouh. Et c'est une copie, en fin de compte, de ce qui se fait aux États-Unis. C'est-à-dire que souvent, c'est des problèmes d'évaluation. Des gens qui n'ont pas les patterns, qui n'ont pas les brevets. Enfin, plein de choses qui sont importantes quand on fait des business et de l'investissement. Et réellement, je pense que c'est quelqu'un qui veut apprendre. Et le business, même s'il faut le pratiquer, c'est mieux. Mais c'est pas mal. Réellement, c'est pas mal. J'espère que ça va continuer comme ça. Et c'est vraiment du bon niveau et des bons projets. Et En tout cas, ça démocratise. Il y a une donnée que tu n'as pas dit, c'est qu'aussi, j'avais une question que j'ai te poser, c'est qu'aussi, il y a un manque on est en retard aussi sur le développement du business angel en France aussi, malheureusement. Absolument. Alors, donc, et effectivement, l'émission participe à faire connaître l'écosystème startup, à en parler, à voilà, démocratiser ça. Effectivement, en France, on manque de business angel. Alors, il y a plusieurs niveaux dans cette réponse. Par exemple, il y a les annonces d'Emmanuel Macron il y a quelques mois là avec tout ce qui est le Next 40, la French Tech, le machin et tout. On manque déjà de très très gros fonds d'investissement, ce qu'on appelle le late stage. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu veux lever par exemple 100 millions d'euros en France, c'est quasiment impossible. Alors qu'aux États-Unis, tu as énormément de fonds d'investissement qui sont capables d'investir 100 millions, et on le voit d'ailleurs avec toutes les licornes, je sais pas quoi, les Uber, les WeWork. Alors ça c'est pas toujours bien terminé, c'est un autre débat, mais qui ont été capables déjà assez facilement de lever des centaines de millions. En France, c'est impossible, et donc, eh bien, ces très grosses boîtes, soit elles vont lever à l'étranger, soit elles vont pas lever. Et du coup, ça les freine un petit peu dans leur croissance. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est pas un truc qui va être résolu par des gens comme toi et moi et par des particuliers, hein, parce que d'ici à ce qu'on arrive à trouver 100 millions, il y a quand même un peu de temps. Et même par Xavier, parce que s'il met 200 millions, il met 2 fois les 100 millions, il n'a plus d'argent. Donc exactement. Et surtout que j'ai vu que je crois Lydia et Dreamer, je crois, ont dû lever à l'étranger. C'est-à-dire que Lydia a pris 40 millions en Chine. Et Dreamer, je crois, l'a fait pareil à l'étranger. Donc, réellement, c'est dommage. Tu vois, il y a quelques semaines seulement, là, on enregistre, on est fin janvier 2020. Il y a Conto, qui est une belle réussite française, qui a annoncé une levée de fonds, et notamment avec Tencent, qui sont des Chinois. Ouais. Donc, on va se financer ailleurs, ce qui est pas plus mal. Enfin, c'est mieux de se financer ailleurs que de pas se financer du tout. Mais ça, c'est un premier élément qui manque en France. Et justement, l'une des annonces d'Emmanuel Macron, c'était de créer des fonds late stage avec une partie de l'argent, je crois, des assurances vie, si je dis pas de bêtises. Donc ça va aider, ça va améliorer. Ensuite, effectivement, pour quelque chose de beaucoup plus concret qui nous concerne toi et moi et les gens qui nous écoutent, on a effectivement aussi moins de petits investisseurs, de business angels. Et ça, historiquement, c'est lié à pas mal de choses. C'est quand même en train de changer dans le bon sens. C'est quand même en train de s'améliorer. Et c'est en train de s'améliorer parce que les startups sont à la mode. Et tu vois, on en parlait à l'instant. Qui veut être mon associé à cette émission? Ça participe de cette mode, de cette tendance. On parle beaucoup maintenant des startups dans les médias classiques. On parle beaucoup des levées de fonds. Tu vois, Conto lève 100 millions. Tout le monde en entend parler. Il y a Station F, qui est bien sûr quelque chose dont on a beaucoup entendu parler quand ça a été créé, et encore aujourd'hui, ils font quand même pas mal de com. Donc, c'est en train d'évoluer parce que les startups sont de plus en plus à la mode, mais il y a quand même très peu encore aujourd'hui, et en tout cas pas assez, même si ça va dans le bon sens, de particuliers qui investissent dans les startups. Quand on compare ça aux États-Unis, par exemple, il y a très peu de particuliers en France qui investissent déjà dans les entreprises. Si tu prends la bourse, alors la bourse, c'est pas les startups, mais c'est des entreprises, hein, c'est la même chose, simplement c'est des entreprises plus tard. Aux États-Unis, on est sur 35% de la population qui détient des actions en bourse. En France, c'est seulement 7%. Et pourquoi? Je pense que tu l'as déjà vécu quand tu parles d'investir en bourse à des Français. 9 fois sur 10, les gens te répondent « Ouh là là, non, c'est pas pour moi, c'est trop risqué ». Et effectivement, il faut pas dire que c'est pas risqué la bourse, hein, ce serait complètement faux. La bourse, c'est risqué. Tout investissement comporte des niveaux de risque. Et plus tu acceptes de prendre des risques, plus tu peux potentiellement gagner. Mais bien sûr, ça veut dire que tu peux aussi perdre ton argent. Et dès que tu parles de la bourse à quelqu'un qui a plus de 40 ans, il va te répondre « Oh là là, 2000, 2001, la bulle, moi j'ai perdu de l'argent » ou « Je connais quelqu'un qui a perdu de l'argent » et ils y sont jamais retournés. Donc,
c'est pas grave en soi. Les Français, ils font d'autres investissements, ils font de l'immobilier, mais ça se retrouve dans les startups, puisqu'encore une fois, les startups sont des entreprises, même si elles sont plus jeunes. Il y a encore plus de risques, et donc il y a encore moins de Français qui sont prêts à faire ça. Et Ouais, c'est parce que là, dommage parce on que est plus voilà, une culture d'épargnants, on va dire. Et en plus, c'est marrant exactement. parce que tu parles, parce que moi, je viens de l'immobilier, donc on parle d'immobilier, mais quand on fait les enquêtes, en tant que propriétaire, on est les moins propriétaires d'Europe. Donc même l'Espagne, ils ont fait les fous, ils se sont fait taper pendant la crise, mais ils sont, je crois, 90% de propriétaires, et qu'en France, on était à l'époque 57 de propriétaires de résidence principale. Et ceux qui réinvestissent réellement, c'est les seconds accédants. C'est des gens qui sont déjà propriétaires, donc c'est des gens qui ont déjà un Absolument. profil. Et donc, pour parler en fin de compte de bourse, c'est pareil, c'est plutôt le risque. La France, comme tu dis, c'est pas le risque, c'est plutôt l'épargne et tout ce qui fait actuellement 0,5 ou 1%. Donc, ça veut dire que c'est de l'argent qui dort, qui pourrait être retravaillé, mais comme il n'y a pas la culture, les gens ne pensent pas à le faire. Donc, ça tombe bien que tu penses Exactement. que. Mais Et même pendant s'ils ce le font, je temps-là, crois, ils le font un ouais, petit peu. Après, je sais pas si c'est le même profil, ils le font bizarrement. Après, tu vas peut-être me dire sur le financement participatif, les sites comme, je crois que c'est Swede. Non, October en France, qui est l'un des leaders, qui il y a s'appelait plein, il y a plein, Lendix avant. il y a Ouais. plein de sites comme ça, en fin de compte, où les gens investissent des petits montants, paraît-il, 50 euros, 100 euros, c'est pas grand-chose. Donc, ça commence à se développer, mais bon, comparé à ce C'est, qui se fait aux c'est, États-Unis et ailleurs, c'est petit, quoi. Voilà, c'est exactement ce que je te disais, c'est ça va dans le bon sens, et tant mieux, et c'est très bien. Mais effectivement, ça reste très très petit. Et les plateformes de crowdfunding, c'est très bien parce que ça participe de ce développement, mais ça reste, si tu veux, minuscule. Et pendant ce temps-là, le CAC 40 distribue des dividendes records. Et t'as plein de gens qui juste ont pas assez d'argent. Je veux pas du tout ranimer le débat politique, mais tu vois l'exemple des gilets jaunes qui sont tous à se plaindre, enfin à se plaindre, en tout cas à dire voilà, nous on n'a pas assez d'argent pour notre retraite, on n'a pas assez d'argent pour ceci, pour cela, et le CAC 40 qui verse des dividendes records. Il y a tout cet argent disponible, mais qui est actionnaire du CAC 40? Tu as bien sûr des Français, mais tu as plein de gens ailleurs dans le monde, si tu veux, qui achètent du LVMH et qui, quand LVMH fait des résultats de dingue, touchent des dividendes et des revenus. Et donc, tous ces gens qui se plaignent, entre guillemets, de pas avoir assez d'argent, moi j'ai parfois envie de leur. Et je pense pas que ce soit ton audience, hein, ton audience à mon avis est pas du tout dans ce cas-là, mais c'est Non, c'est dommage, parce que les gens devraient t'écouter moins, et même si on n'est pas au niveau de certains, mais on a certaines cultures, et moi j'ai pris des risques, et je m'en suis pris bien dans la sûr. tronche, mais j'ai pris des risques, mais je sais très bien qu'au bout du compte, en apprenant et en faisant 10 investissements, comme tu le sais, il y en a 5 qui seront mauvais, 4 qui sont moyens, et un qui fera un gros carton, je me rattrape. C'est permis. Normalement, ouais, exactement. Et donc voilà, je leur dis, investissez dans le CAC 40, vous aurez des dividendes et au moins vous aurez plus d'argent, quoi. Bon, enfin bref. Alors, en tous les cas, Mais voilà, il faut prendre des risques. culturellement, voilà. En tout cas, culturellement, on en est loin, mais ça va dans le bon sens. Ces émissions participent et donc peut-être que dans 20 ans, ce sera complètement différent. Je trouve que la jeune génération dont on fait partie est quand même maintenant, on s'intéresse quand même plus à ça et ça va dans le bon sens. Mais merci de me mettre dans les jeunes, parce qu'hier, on m'a traité de vieux, comme j'ai 44 ans, mais c'est vrai que je ne l'ai fait pas. Donc, on m'a traité T'as de jeune. 44 ans, c'est Ouais, ouais, incroyable. ouais. Bah, je te traite de jeune, moi, tu vois. Voilà. Merci de l'avoir, parce que moi, je suis jeune, comme j'ai dit, je suis jeune à vie, c'est dans la tête, c'est pas Exactement. physique. Donc, question, Exactement. parce que tu l'as dit, on l'a dit indirectement, qui peut devenir un compte des Angels? Alors, ça, c'est une très très bonne question. Business Angel, c'est un truc que tu vois que j'essaye de dire, que j'essaye de dire sur ma chaîne YouTube, voilà, je suis ravi que tu me poses vraiment cette question-là parce que c'est 99% des gens, tu leur poses la question, ils vont te dire bah non, Business Angel c'est pas pour moi, il faut être millionnaire, machin. La réponse aujourd'hui, c'est que n'importe qui peut devenir Business Angel. Déjà n'importe qui peut devenir investisseur. Il y a pareil, beaucoup de gens, tu vois, même je sais pas, des gens qui gagnent le SMIC. Bon, tu peux dire le SMIC c'est pas beaucoup d'argent, c'est pas des gens en général qui roulent sur l'or. Ils te disent mais je peux pas être investisseur. Ben, c'est faux, tu peux être investisseur. Et ensuite, tu peux même être business angel. Alors, pourquoi je dis ça? Eh ben, aujourd'hui, il existe des tas de solutions, et je pense notamment, tu les as citées, aux plateformes de crowdfunding. Il existe des tas de solutions très simples où tu peux investir dans des startups. Et donc, qui dit investir dans des startups dit de facto devenir business angel avec des petits montants. En France, il y a des startups qui te permettent non pas de prêter, hein, parce que quand tu prêtes à une startup, t'es pas business angel, c'est simplement du prêt, mais qui te permettent d'investir dans une startup, c'est-à-dire d'acheter des actions, de devenir actionnaire. Eh ben, il y a une plateforme en France, par exemple, à partir de 100 euros. Donc, tu peux économiser 100 euros, tu investis 100 euros dans une startup et ça y est, t'es business angel. Alors, évidemment, t'es pas business angel peut-être au même titre que Xavier Niel Non, mais ou. c'est un début. C'est un début. Mais Surtout c'est un si début. tu commences à 25 ans, 30 ans, tu sais jamais ce qui peut arriver, parce que des fois, Exactement. sans faire exprès, tu mets de l'argent. Souvent, on dit que voilà, c'est de la chance. Mais tu mets de l'argent dans une boîte qui va faire, qui devient une licorne et que tu l'avais même pas pensé. C'est un coup de chance, hein. Voilà. Et surtout que pour préciser dans ton sens, excuse-moi de prendre, Non, je t'en prie. c'est que moi, dernièrement, j'ai fait ce qu'on appelle de la love money. J'avais besoin de faire un truc super important.
j'étais pas prêt à foutre compte à le faire parce que je l'avais déjà fait avant et j'ai mis du temps à rembourser les personnes. Ben là, j'ai été voir certains proches, je leur ai demandé que 1 000 euros, ce qu'ils ont fait assez rapidement. Je me suis dit, oh, mais merde, j'aurais dû demander 2 000 comme toujours, il faut toujours demander plus. Je l'ai fait, j'ai pu faire mon projet. Voilà, j'ai une création que je fais prochainement, donc j'ai dû prendre cet argent-là et je l'ai fait. Et eux, directement, si demain je fais cette chiffre, c'est le but en plus parce que là, c'est un projet qui est assez ambitieux. Ben, techniquement, ils auront gagné parce qu'ils auront pris des parts dans la boîte. Voilà. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a un point, moi, que je voudrais aborder différemment. C'est que, donc, effectivement, tu commences jeune, tu commences avec des petits montants. Si la boîte fait un carton, eh ben, tu peux gagner vraiment de l'argent, même en ayant investi peu, puisque dans les startups, il y a des gens, ça existe. Alors, c'est évidemment pas tout le monde et pas à chaque fois. Mais il y a des gens qui vont faire des multiples hallucinants, des fois 100, même des fois 1000 et même plus. Ça existe. D'accord. Encore une fois, c'est pas du tout tout le monde et c'est même plutôt assez rare, mais ça existe et c'est possible. Et donc effectivement, même si tu as mis 100 euros mais que tu fais, je sais pas, fois 1000, bah ça commence à être intéressant. Hein. 100 euros fois 1000, ça fait 100 000 euros. Bah on est clairement sur des sommes que la plupart des gens gagnent même pas en une année. Ça fait une différence juste extraordinaire. Donc ça c'est une première chose. Je voudrais, cela dit, revenir sur ce que tu as dit. Tu as dit c'est un peu un coup de bol, c'est un peu du hasard. Et moi, ma vision des choses, la raison pour laquelle j'ai ma chaîne YouTube, la raison pour laquelle j'ai créé mon club Léonis et la raison pour laquelle j'ai écrit surtout mon bouquin, c'est de dire, en fait, c'est pas que de la chance. Justement, il y a une espèce de croyance globale que investir dans les startups, c'est au pif, c'est au hasard et un peu comme tu l'as dit, tout le monde croit ça. Tu investis dans 10 boîtes. Je comprends, mais je parlais pas de ton cas. Je parlais d'un cas qui n'y connaît rien et qui le fait mais justement, de la famille. Mais toi, justement, la personne qui n'y connaît rien, elle peut apprendre, alors bien sûr en lisant mon bouquin, mais il n'y a pas que moi, hein, je veux pas faire spécialement ma pub, mais moi en tout cas, j'ai la conviction forte qu'il y a des critères, qu'il y a des façons de sélectionner des startups pour que ce soit pas du hasard. Et donc, moi, je l'ai vécu. J'ai commencé en allant dans un club de Business Angel, le plus grand club de France, et j'étais face à des gens qui raisonnaient comme ça, qui disaient c'est du hasard. Donc j'investis 10 fois, et puis de toute façon il y en a 9 qui vont se planter, et puis on verra bien sur la 10e. Et en fait, en étant dans cet état d'esprit, ils investissaient un peu n'importe comment, parce que même quand la startup était un peu bof, ils disaient c'est bof, mais bon de toute façon 9 sur 10 vont se planter, donc celle-là ça fera sûrement partie de celles qui vont se planter. C'est juste que même si mais je comprends ce que tu dis, parce que moi j'ai fait une vidéo dessus, en plus j'ai repris pour être précis mon expérience des 10 ans d'avoir regardé les Shark Tank, parce que après il y a des codes basiques, hein, d'avoir un pattern, d'avoir déjà créé une boîte, plein de petites choses, d'avoir une équipe, parce que des fois on peut financer une personne seule, mais quand tu as une équipe de 3 personnes et que chacun a une compétence dans le domaine, enfin il y a un ensemble d'éléments, donc on pourra plutôt développer après, ou donc je mettrai les liens vers ton livre. Mais il y a quand même des choses qui font que tu vas pouvoir le voir, mais certains n'ont pas cette formation, cette éducation-là, parce que si tu le fais vraiment de façon professionnelle, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça déjà investisseur professionnel. Non, je veux dire le mot en français, parce qu'il y a un mot en anglais, mais ouais, non, tu vas faire ton due diligence. Ah oui. Ça, tu peux pas le faire quand tu ne connais rien, il faut déjà avoir une certaine notion. En tout cas, je vais traduire due diligence, c'est quand tu prends, tu regardes ce que fait la société, ce qu'elle a déjà fait, et tu vas regarder tu étudies le dossier en détail. Étudier avant d'investir. Voilà. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que effectivement, peut-être, ça prend un certain niveau de connaissance, mais tout le monde peut apprendre. Tout le monde a le même cerveau et tout le monde peut apprendre. Mais en tout cas, moi, ce pourquoi je milite et vraiment mon cheval de bataille, c'est de dire que investir dans les startups, c'est pas du hasard. Il y a des critères, il y a des façons. Il y a des façons de trouver des boîtes qui vont être des winners et qui vont nous rapporter de l'argent. Alors après, même en ayant dit tout ça et en ayant trouvé une boîte qui correspond à tous mes critères d'investissement, effectivement, il restera toujours une partie de hasard, le marché, l'évolution d'un marché qu'on n'a pas prévu, la vie personnelle de l'équipe du ou des fondateurs. Si d'un coup il y en a un qui a, j'en sais rien, un pépin de santé, ou s'il s'engueule, il y a des choses qu'on peut pas forcément prévoir, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut prévoir, qu'on peut voir en amont, et il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles, en les analysant au départ, je sais qu'il ne faut pas investir parce que je sais qu'elles auront des difficultés, et je l'ai vécu quand j'étais dans ce club. Là, on remonte à 2013 quand j'ai commencé. Moi, je voyais des gens investir dans des boîtes en se disant on verra, ça fera peut-être partie des 9 qui se plantent, comme je l'évoquais à l'instant. Et moi, dans ma tête, je me disais non, il ne faut pas investir là, ça ne marchera pas. Et effectivement, avec le recul, quelques années plus tard, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 99% du temps, j'avais eu raison. C'est des boîtes qui soit ont fermé entre-temps, soit sont vraiment en difficulté, et en tout cas ne rapportent pas d'argent à leurs investisseurs. Donc il y a vraiment cette façon. Et par ailleurs, alors je suis pas le seul à le dire, de dire tous les fonds d'investissement de la planète, il y en a quand même beaucoup qui gagnent de l'argent et qui arrivent à gagner de l'argent. Ils ont
leur grille de lecture, leur méthode, ils investissent pas au hasard. Donc voilà, simplement pour dire, on entend beaucoup les startups, c'est du hasard. Voilà, je veux préciser. En fait, c'est pas du hasard. Je confirme, je vais pas dans ce sens-là, donc c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Mais non, c'est top. C'était plutôt pour comme tu dis, le particulier qui ne connaît rien, qui va juste donner l'argent à une personne qui le connaît. Donc c'est plus, il y a pas d'études là, voilà. Voilà, mais alors à ce niveau-là, si tu connais rien et que tu donnes au hasard à quelqu'un que tu connais, moi j'aurais tendance à dire à la personne qui nous écoute et qui voudrait le faire, si tu connais rien et que tu le fais au hasard, ne le fais pas. Non, c'est justement, c'est pas du hasard. C'est ce qu'on appelle la love money, donc tu le fais. Voilà, par rapport à la personne, mais tu te dis pas, ouais, j'ai fait une bonne étude, je sais que je connais le projet, tu connais rien, tu donnes parce que tu as confiance, voilà. Mais bon, parenthèse, sinon on va rester 20 ans dessus. Ouais, pardon. Mais on a compris ce qu'on a dit, c'est-à-dire que voilà, il faut le faire de façon professionnelle et le prêter parce qu'on a un intérêt ou parce qu'on aime le projet ou parce qu'on aime l'entrepreneur et un ensemble de choses. Et ça, on ira peut-être développer à la fin. Donc, je vais te poser des questions, comme j'ai dit, un peu classiques. Comment là, tu as des gens qui sont créateurs donc dans l'audience ou qui vont le devenir. Comment réussir une levée de fonds? Comment réussir une levée de fonds? Ouais, ça, c'est très, très compliqué comme question. Il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a un truc assez classique. Je voudrais commencer par ça, en tout cas. Peut-être que c'est basique, mais on dit souvent qu'il faut lever des fonds quand on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que en fait, si tu, en tant que fondateur, tu es désespéré et que tu as besoin d'argent là maintenant tout de suite, sinon ta boîte va fermer et sinon tu n'auras pas de clients, etc. Tu es plutôt dans une mauvaise position. Tu es dans une position de faiblesse dans la négociation et tu es dans une position où tu vas être un peu désespéré et ça va se ressentir. En tant qu'investisseur, moi je le vis au quotidien et tous les investisseurs que tu vas contacter, sauf si c'est tes proches et ta famille, ils reçoivent des paquets et des paquets de dossiers. Moi j'en reçois plusieurs centaines tous les mois, donc c'est assez difficile. Il y a une concurrence en fait assez forte. Et moi, tu vois, quand je vais recevoir 100, 200, 300 dossiers par mois, je vais en financer peut-être un. Donc, il faut que tu sois le meilleur. Donc, si tu arrives en étant hyper désespéré, voilà, c'est compliqué. Ensuite, donc, il faut lever de l'argent quand on n'en a pas besoin. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que je reçois beaucoup de dossiers. En tout cas, c'est une erreur classique, surtout des primo-fondateurs qui font ça pour la première fois. Des gens qui pensent que la levée de fonds est obligatoire et qui attendent un petit peu la levée de fonds pour débuter. C'est-à-dire que je reçois beaucoup de dossiers de gens qui disent voilà, j'ai le projet, voilà mon business plan. Maintenant, il me manque plus que, je sais pas quoi, 200 000 euros. Et puis, c'est parti, j'y vais. Et ça fonctionne pas du tout comme ça. Ça, pour moi, c'est un non immédiatement. C'est-à-dire que il faut que ton projet soit déjà lancé, soit déjà en cours et que tu aies déjà réussi à te débrouiller, à faire tout un certain nombre de choses sans avoir levé de fonds, sans argent. En disant, voilà, j'ai déjà mes premiers clients, ils payent, j'ai de la croissance, j'ai déjà mon site web ou mon appli ou mon etc., mon produit. Et ça tourne. Et donc finalement ça se rapproche de ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire que presque ça tourne et j'ai pas besoin de cette levée de fonds. La levée de fonds c'est pour accélérer, mais c'est pas pour faire tourner mon business. Mon business il tourne déjà, j'ai déjà des clients, je suis déjà capable de démontrer que je vais chercher de la croissance. Donc qui dit croissance dit j'ai des clients mais je vais en avoir de plus en plus et je sais comment faire. Et la levée de fonds c'est la cerise sur le gâteau en disant au fait by the way, si on trouve 200 000 euros de plus, on va recruter 2 commerciaux de plus et on va aller encore plus vite. En plus, moi, je te parle de levée de fonds parce que là, je vois un peu du profil de quel tu parles. Enfin, sans être méchant, je vais la retaper dessus, mais bon. Même si moi, j'ai un bac plus 4, mais j'ai pas fait de grande école. Ceux qui viennent de grande école et qui ont été levés au biberon, qu'on leur a dit qu'il faut faire une levée de fonds, ils ont même pas de projet, en fin de compte. Exactement. Ils font tout dans l'autre sens. Mais en fin de compte, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien cet esprit-là, plutôt, comme tu as dit, de vraiment faire le projet et de ne pas chercher vraiment que l'argent, mais chercher plutôt l'investisseur et le réseau de l'investisseur et les compétences de l'investisseur, on gagne du temps par rapport aux erreurs que de l'argent. L'argent, c'est bien. Mais là, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas d'argent qui vont pouvoir aussi bien t'aider parce qu'elles ont le réseau, parce qu'elles ont les compétences et qu'elles ont fait Absolument. ce que tu as fait avant. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a l'argent, c'est bien. Mais il y a aussi tout l'écosystème et l'expérience donc, de l'entrepreneur ou des entrepreneurs qui vont t'aider. Absolument. Et effectivement, alors, ce qui est très intéressant, c'est que par ailleurs, bien sûr, le réseau, c'est hyper important. Tu peux aussi trouver du réseau, des gens qui vont t'aider, qui vont pas être des investisseurs. De toute façon, monter une boîte pour réussir, il faut être entouré des bonnes personnes, il faut avoir du réseau. Et tu peux aller chercher ces gens-là sans forcément leur demander des dizaines ou des centaines de milliers d'euros, tu vois. Ils auront peut-être même juste envie de t'aider et pas forcément de filer leur fric, entre guillemets. Et ce qui est hyper intéressant avec cette position, c'est que puisque tu te mets en tant qu'entrepreneur dans une position où tu n'as pas forcément besoin de cette levée de fonds, eh bien, in fine, tu n'en as pas forcément besoin. Et alors, ça paraît être évident dit comme ça, mais en fait,
elles sont tellement médiatisées, les levées de fonds. On parle tellement des levées de fonds partout, tout le temps. Un tel a levé des fonds, que beaucoup d'entrepreneurs pensent que c'est une obligation de lever des fonds. Il y a énormément de boîtes qui réussissent très bien et qui ne font pas de levée de fonds. Parfois, c'est important, c'est nécessaire de lever des fonds pour accélérer, pour prendre un marché très rapidement face aux concurrents, etc. Mais il y a énormément de business qui se développent très bien et qui ne lèvent pas de fonds. Si le meilleur argent, c'est l'argent des clients, pas l'argent des investisseurs. Donc, si tu fais ce que je décris, c'est-à-dire que t'attends pas de lever des fonds, tu trouves tes clients, tu fais ta croissance et t'es rentable, à la limite, à un moment, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai besoin d'aller filer 10, 20, 30% de mon capital à quelqu'un, tout ça pour du pognon, alors que moi, du pognon dans ma boîte, j'en fais rentrer tous les jours avec mes clients. Donc, voilà comment réussir une levée de fonds, c'est déjà de poser les bonnes questions, de pas avoir besoin forcément d'une levée de fonds pour réussir. Et donc, même réussir une levée de fonds, ça peut-être à un moment, pourquoi pas, décider de pas lever des fonds. Mais tu vois, c'est marrant, même dans notre discussion aujourd'hui, moi, je suis pas anti-levée de fonds, hein, je suis investisseur, donc heureusement qu'il y a des boîtes qui lèvent des fonds, ça me permet de, tu vois, mais j'aime bien avoir ce discours parce qu'il est vrai. Et tu vois, on parle d'investissement et on parle de et on dit quand tu veux être entrepreneur, comment réussir sa levée de fonds. À la limite, moi je préfère que les entrepreneurs, au lieu de se poser cette question-là, se posent la question de comment je trouve des clients qui vont être fans de mon produit à vie et qui vont me faire gagner plein d'argent. Tu vois, Ouais, pendant que tu parles, tu me fais penser, mais j'en ai déjà parlé sur le podcast, à Russell Brunson et d'autres qui sont un peu de cet esprit-là, qui disent que lever des fonds c'est tricher. Et qui lui, en 3 ans, je crois, il a fait de 0 à 100 millions. Non, de 0 à 300. De 0 à 300. 300, encore mieux. Et parce qu'il a une bonne technique, il a une bonne stratégie. Et même quand il en parlait à des fonds, il leur dit, mais comment tu fais? Et même eux ont après adopté et ont pris dans ce qu'ils faisaient pour leurs clients, pas leurs clients, leurs partenaires. Absolument. Il a une stratégie qui est l'achat de trafic, l'affiliation, enfin tout ça, un système qui est plutôt web marketing. Et il est vrai que quand tu peux le faire, c'est un très bon exemple de boîte qui a eu un succès extraordinaire, 0 à 300 millions en 3 ans, sans lever de fonds. Donc, comme quoi c'est possible. Et il y en a plein. Mais on en entend moins parler parce que les boîtes qui lèvent des fonds, voilà, elles en profitent pour faire de la com, pour passer dans les médias, etc. Mais beaucoup d'entrepreneurs, pareil, pensent à tort que la levée de fonds, c'est la réussite. La levée de fonds, c'est que le début. C'est pas parce que tu as levé des fonds que tu as réussi. Lever des fonds, derrière, les investisseurs, ils ont des attentes assez précises et en général assez élevées. Et donc, c'est que le début de l'aventure et derrière, il va falloir délivrer. Et si je pousse le truc, je vais même te dire, un entrepreneur qui nous écoute, la levée de fonds, c'est pas la fin, c'est plutôt le début et même le début des emmerdes. Alors, j'exagère un peu. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal et ça se passe heureusement souvent très bien. Mais c'est aussi une perte d'indépendance, il faut le dire. Et c'est aussi derrière des gens qui vont te demander des comptes. Et c'est un nouveau stress parce que déjà la création en elle-même, exactement. C'est stressant. Donc avoir de l'argent quand on n'en a jamais eu, surtout quand on fait des grosses levées, on peut se dire comment je vais faire? Là, on a peut-être du mal à dormir. Enfin, il y a un ensemble de choses qui font qu'il faut savoir gérer l'argent. Ouais. Une autre question, c'est quoi un bon pitch? Parce qu'on parle souvent du pitch, c'est vraiment ce qui fait tout. C'est quoi un bon pitch pour toi? C'est quoi les meilleurs pitchs que tu as eu? Comment faire un bon pitch? Alors, pareil, bon, on pourrait y consacrer un podcast entier. Un bon pitch, c'est alors il y a deux choses. Il y a un bon pitch. Est-ce que ta question c'est un bon dossier de start-up en général ou un bon pitch à l'oral en face à face? Plutôt à l'oral, mais après même tant qu'à faire, on va faire les deux. Alors, tu fais un bon pitch à l'oral et ensuite c'est quoi pourquoi le bon dossier? Tu dis voilà, ça c'est le truc qu'il faut investir, quoi. Alors un bon pitch à l'oral, c'est assez c'est assez traître parce qu'en fait, il y a des gens. Enfin, un très bon pitch n'est pas forcément ce qui va que présenter les meilleurs arguments pour la startup. Et comme dans tout, les êtres humains, on est des animaux irrationnels. Et il y a un bouquin à ce sujet qui est extraordinaire qui s'appelle Pitch Anything et qui explique. Voilà, qui est incroyable, qui t'explique qu'en fait, un bon pitch, il faut à la fois bien sûr présenter des choses sérieuses, concrètes, etc. Parce que si tu viens et que tu me présentes que du vent, bon bah voilà. Mais en même temps, et c'est assez hallucinant, il faut aussi être capable de faire un petit peu rêver et de s'adresser au cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est vraiment le cerveau des émotions primaires, des instincts, etc. Et donc, il faut un peu être capable de faire rêver. Donc, il faut un mix très subtil, et c'est vraiment pas facile, entre des trucs concrets, de dire voilà ce qu'on a fait. On n'est pas des branquignoles et on est capable, on a déjà délivré par le passé. Et montrer des preuves très concrètes, tangibles. Je parle pour moi en tout cas, ça c'est vraiment des choses où je me dis bon bah voilà, c'est des gens qui savent faire, ils ont démontré qu'ils savaient faire. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Je veux pas un mec qui a fait 3 PowerPoint et qui me dit ah bah tu vas voir, dès que tu m'auras donné 300 000 balles, ça va aller mieux. Non, je veux qu'il ait déjà fait des choses. Allier ça avec de l'autre côté une projection en faisant un peu rêver, en disant nous par ailleurs on a une vision, on veut faire ça, on veut devenir les leaders mondiaux de X, Y, Z.
Et ça, je trouve que c'est intéressant. Mais attention, encore une fois, c'est un art et c'est pas facile du tout parce que si t'es que dans le rêve et ça va faire bullshit et ça va pas passer. Et si t'es que concentré sur voilà ce qu'on a fait, mais que tu me fais pas un peu rêver sur la suite, ça va pas passer non plus parce que je veux dire, il est pas assez ambitieux. Donc c'est une ligne très très fine entre les deux et qui, je pense, fait un bon pitch. Il faut être capable de pas s'enterrer dans la technique. Hein. Quand on est un fondateur, on passe sa vie dans le nez dans le guidon entre guillemets et il faut pas, tu vois, parler que de trucs techniques, expliquer pendant 1 heure. Disons qu'il faut le faire, mais il faut que ce soit, parce qu'on dit souvent un pitch, c'est 20 secondes, ou c'est comme ils disent, c'est le pitch, le elevator speech, il faut le faire en 10 minutes, le temps que tu montes dans l'ascenseur, donc il faut vraiment que ce soit clair et concis tout de suite. Donc, il montre que tu as réfléchi, que tu connais ton projet. Et aussi, donc, souvent, ce que j'ai vu, c'est que souvent, il y en a qui, bon, moi, la seule expérience que j'ai comparé à toi, c'est, j'étais invité avant souvent chez Investisseur, donc j'allais voir donc des pitchs, j'allais voir donc les pitchs là-bas. Mais moi, j'investissais pas, je regardais. Et donc, c'est plus par rapport aux expériences télévisuelles. Et ils montraient en fin de compte que souvent, les personnes qui ne connaissent pas leurs chiffres, alors quand ils ont eu 1-2 années, qu'ils ont du mal à dire ouais, j'ai fait tant de profit, ils disent ah non, si tu connais pas ton business, on peut rien faire pour toi, quoi. Alors ça, c'est hyper intéressant. Effectivement, on est tous les deux grands fans de Shark Tank. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est la fameuse émission qui ressemble, dont est inspiré, qui veut être mon associé, mais aux États-Unis, qui existe depuis 11 ans maintenant et qui est assez extraordinaire. Effectivement, quand je t'entends dire ça, évidemment tout de suite ça me fait penser à Shark Tank. Ils le disent quasiment à chaque émission. Si tu connais pas tes chiffres, c'est pas bon et tu vas te faire défoncer par les investisseurs. En fait, tu vois, j'y pense, c'est intéressant. J'étais ce matin là, juste avant de te parler, avec un entrepreneur sur Skype. Et on parlait de sa boîte. Moi, je dirais que effectivement, quelque chose qui pardonne pas, c'est encore plus compliqué. C'est pas seulement de pas connaître ses chiffres. Évidemment, il faut connaître ses chiffres. Si tu connais pas tes chiffres, t'es pas crédible, ça fait pas sérieux. Mais en fait, moi, quelque chose qui va me donner envie d'investir. Alors, c'est pas du tout facile. Je mets la barre assez haute, mais c'est pas grave. C'est quelqu'un, un entrepreneur qui non seulement connaît ses chiffres et connaît son business, mais c'est quelqu'un qui a compris quelles sont ces problématiques, quels sont ces enjeux. Nous, en tant qu'investisseurs, on voit des business toute la journée et donc on est capable, probablement, c'est plus facile pour nous en tant qu'investisseurs de comprendre les grandes problématiques, les grands enjeux parce que on a déjà fait un investissement dans cette thématique-là, parce que on connaît bien ce secteur, parce que etc. Et donc assez rapidement, si tu veux, moi pour des business, je vais voir des grandes tendances et je vais dire, bah voilà, s'ils réussissent ces 2-3 points-là, le reste, ça va en découler, ça va fonctionner. Voilà les grands enjeux. Et c'est pas du tout les mêmes pour tous les business. Et tu vois, ce matin, je discute avec ce gars, c'est une boîte qui a de la croissance, le mec est hyper intelligent, il est hyper sympa, ce qui est quand même très cool, et c'est un business qui me plaît, et c'est pas la première fois qu'on discute. Et puis on parle, et puis moi je pose les questions, moi-même je pose les questions, tu vois, pour comprendre quels sont ces grands enjeux. Et à un moment, je capte, dans ma tête, je dis ok, ça y est, j'ai compris, je vois comment fonctionne le business, je vois, etc. Il faut qu'il fasse ça, ça, ça. Et en fait, je me rends compte que lui, il a pas compris ça. Moi, je le comprends. Alors peut-être que je me gourre, mais et ça, si tu veux, pour un investisseur, c'est hyper inquiétant parce que je me dis, bah, s'il sait même pas quels sont ses grands enjeux, il sait même pas là où il doit vraiment porter son attention et là où il doit dépenser son temps et son énergie, ça va pas aller. Alors bien sûr, je peux le coacher, je peux lui expliquer, voilà, mais ça tombe voilà. bien. Dans ton cas, est-ce qu'il n'avait pas compris ou est-ce qu'il n'était pas coachable et qu'il n'était pas prêt à pivoter? Non, alors il était coachable et donc il aurait pu pivoter. C'est même pas pivoter en fait, c'est simplement si moi j'investis et que je lui dis bah voilà, on va se concentrer sur ça, il l'aurait fait. Il est hyper coachable. Donc c'est pas le problème. Le problème c'est que lui, il est à plein temps depuis je sais pas quoi, 4 ans sur son business et lui, il a pas réalisé ça tout seul. Il n'avait pas conscience qu'il a tellement la tête dans le guidon que. Ouais, il a la tête dans le guidon. Je sais pas, il a pas trouvé les bons enjeux. Et donc, s'il a pas trouvé les bons enjeux, bah c'est quand même entre guillemets pas bon signe. Peut-être que les enjeux et par ailleurs ils évoluent dans le temps. S'il les a pas trouvés aujourd'hui, est-ce qu'il va être capable de les trouver demain? Même si aujourd'hui je lui dis il faut faire ça, est-ce que quand ça aura changé, il va les trouver tout seul? Moi, si tu veux, je peux pas en tant qu'investisseur être derrière lui toute la journée. Mais voilà, si tu veux investir, c'est trouver aussi des bonnes personnes dans un bon marché. Et la bonne personne dans un bon marché, c'est, je te parle de l'équipe, hein, des entrepreneurs, des fondateurs. C'est des gens qui sont capables de trouver quels sont les bons enjeux pour eux. Je sais pas si c'est très clair, mais ça tombe bien parce que c'est des questions qui allaient venir. Mais bon, là, le problème, c'est que j'ai 3 questions d'un coup, donc j'aime pas trop le faire. Donc, tu as parlé d'une chose importante, donc du marché. Est-ce que souvent, donc, il faut se dire quand on veut devenir. Là, je fais un peu les deux. Hein. Des fois, je suis du côté entrepreneur, des fois, je suis du côté investisseur. Donc là, j'ai plutôt du côté investisseur. Est-ce que quand on est investisseur, il faut se dire qu'il faut avoir un marché et rester sur le marché? Donc, quand tu investis que dans la tech ou tu investis dans la biotech ou tu investis dans le médical. Toi, tu es plutôt niché dans un domaine ou c'est plutôt le projet d'entrepreneur qui te motive à investir?
Alors moi j'ai un domaine d'activité assez large en fait. Il y a des gens qui font effectivement que du médical, etc. Moi mon domaine d'activité c'est tout ce qui est digital, du software, donc tout ce qui n'est pas un produit physique. Je n'investis pas dans les produits physiques. Je l'ai jamais fait, ça veut pas dire que je le ferai jamais, mais aujourd'hui je ne le fais pas. Et ensuite je n'investis pas dans effectivement tout ce qui va être médical, biotech, medtech, parce que c'est très différent. Je suis pas médecin et je m'y connais pas. Donc j'investis dans tout le reste. À la fois c'est assez large et varié, à la fois pas tant que ça va être des sites web, des marketplaces, ça peut être du B2C ou du B2B, du SaaS, des applis. Voilà, tout ça c'est des choses. Quand je te le disais en introduction tout à l'heure, j'ai monté plein de business et voilà beaucoup quand même dans ces différents sujets-là, dans ces univers-là du digital. Donc c'est des sujets que je maîtrise, que je connais, que je comprends. Effectivement, à l'intérieur de ça, ça peut être vaste, ça peut être varié, mais on est souvent sur des problématiques qui vont se ressembler, d'acquisition, de métriques, de croissance, de développement, etc. Voilà, je fais vraiment du software, quoi, hein, de façon très 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 générale. Et puis pour répondre à la deuxième partie de ta question, oui, je pense qu'il faut investir sur des sujets qu'on maîtrise et qu'on connaît. Et c'est pour ça que moi je fais ça, c'est que je m'intéresse à tous ces sujets-là. Et donc c'est des sujets que je maîtrise et que je connais. Mais c'est compliqué d'aller sur des sujets qu'on maîtrise pas. C'est pour ça que, par exemple, moi, je vais pas dans le médical, par exemple. Ce qui est logique, mais bon, je posais quand même la question. Parce que des fois, certains peuvent juste être attirés par l'argent. Ils savent très bien que, par exemple, dans le biotech, tu mets beaucoup d'argent au départ, mais quand ça fait un carton, que tu as un brevet et que tu arrives à toucher le monde entier, ben voilà, tu fais un 1000, comme tu dis, fois 1000, fois 10 000 parce que c'est important. Et toi, dans ton domaine, souvent, c'est ce qu'on recherche, c'est le MRR ou le SaaS. On sait très bien ça. Exactement. Il y a des leviers quand tu fais la revente, mais bon, on va pas rentrer dans le technique pour perdre les gens, qui fait qu'on sait qu'à la revente, on peut bien ressortir. Ça, c'est la question qui va venir un peu plus tard, mais bon. Est-ce que toi, tu fais une disque? Je crois que toi, tu investis maintenant un peu aux États-Unis, donc tu as une partie sur Absolument. Ouais. San Francisco. Tu fais une différence entre les billets, enfin, quand je dis billets, c'est Business Angel, en France et aux États-Unis? Il y a une différence pour toi, la façon d'investir, la façon de penser? Ah bien sûr, énorme. Ouais, ouais, tout à fait. Alors après, encore une fois, il faut pas faire de généralité parce que il y a aussi plein de business angels français qui pensent comme des Américains. J'en fais partie, je pense. Mais c'est vrai que la majorité des business angels français raisonnent pas du tout pareil. Et alors, je vais plutôt parler des Américains pour dire comment ils raisonnent. Et je pense que on verra assez vite la différence. Mais un business angel américain, il raisonne déjà systématiquement worldwide, monde entier, alors que beaucoup de Français raisonnent sur leur petit lopin de terre franco-français. C'est aussi une question de génération, c'est-à-dire que il faut pas se mentir, il y a beaucoup de business angels. Pour être business angel, il faut quand même avoir de l'argent. Alors en fait, non, on en a parlé tout à l'heure, grâce aux plateformes, etc. Aujourd'hui, tout le monde peut le devenir, mais historiquement, la majorité des business angels sont des gens qui ont de l'argent et donc sont des gens en général d'un certain âge, 50 ans, 60 et plus en général. Et donc, c'est des gens qui ont moins été élevés dans un monde globalisé comme nous. C'est des gens qui, pour certains, parlent même pas anglais ou peu ou mal et qui raisonnent très franco-français. Moi, je le vois par exemple avec mon père. Hein, c'est tout con, mais il parle pas anglais et il est persuadé que la France c'est le centre du monde. C'est trop drôle. Il s'en rend même pas compte, mais dans ses raisonnements, dans ses trucs, c'est la France. Point. Alors, il investit bien sûr dans mon club avec moi aussi aux États-Unis, mais donc je le tire un petit peu de ça. Mais vraiment, il a des modes de pensée, des schémas de pensée. Alors que la France, c'est 4% du monde en termes d'économie. Donc, les Américains, ils pensent worldwide. Et puis, donc ça, c'est une première grosse différence. Et ils pensent hyper croissance. C'est-à-dire que les Américains, parce que ils ont plein d'exemples concrets de boîtes qui l'ont fait. Je sais pas, je pense Facebook, Google, Microsoft. Enfin, il y en a, on pourrait en citer des centaines. Ils n'ont pas peur, les Américains, de dire mais nous on va pas faire des millions, on va faire des milliards et des dizaines de milliards et puis après on fera des centaines de milliards. Et ils le disent et ils le pensent et c'est pas voilà, ils le pensent vraiment. En France, voilà, comme on pense franco-français, je pense et puis qu'il y a toute cette histoire de on n'aime pas l'argent, avoir trop d'ambition, c'est quand même pas toujours bien vu par tout le monde, etc. On se met un peu des barrières, je pense. Et donc, ouais, dis-moi. Non, je te laisse finir, mais ouais. Voilà, bon, ça c'est une deuxième différence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça C'est tombe déjà bien pas parce que je mal. pense que tu Ouais. viens non, parce que eux, c'est vrai qu'ils ont aussi une grande différence. Ils ont un marché qui est 5 fois plus grand que le nôtre. Si c'est pas 6 fois, ils sont plus consommateurs. Donc déjà, même sur le marché, ils seraient pas mal. Mais c'est vrai que, est-ce que donc toi, donc deux questions. Est-ce que donc toi, tu conseillerais donc quand tu crées une boîte, donc directement d'avoir un nom anglo-saxon ou plutôt de se dire, après ça dépend du marché, hein, parce que c'est vrai que des fois le nom français ça marche bien quand on est sur un marché peut-être diététique ou enfin pas diététique, alimentaire ou autre.
ou beauté, parce que la France, ça vend bien. Et est-ce que donc tu dirais plutôt aux gens, donc, au lieu d'aller direct dans le monde, déjà tabler sur l'Europe, parce que l'Europe, c'est pas mal. Souvent, on a un grand marché qui est quand même pas mal, même il est différent par rapport aux États-Unis parce qu'on n'a pas les mêmes langues. Est-ce que donc les gens devraient se concentrer donc sur directement avoir un nom anglo-saxon pour toucher le monde entier et toucher le marché européen? Alors, tout dépend de ce que tu fais, tout dépend de ton business. Voilà, tous les business sont différents. Moi, dans les business qui, moi, m'intéressent, dans mon métier, dans ce que je fais, qui est du 100% en ligne, la réponse est oui, évidemment. Et d'ailleurs, tu le disais à l'instant, les Américains, il y a un marché 5 fois plus gros. Mais en fait, tu vois, les Américains, ils ont un marché 5 fois plus gros. Ils pourraient se dire, bon, bah voilà, on fait les États-Unis, point. Et pas du tout. Tout de suite, ils pensent monde entier. Les mecs se disent pas, on va rester sur le plus grand marché mondial domestique, qui est les États-Unis. Ils se disent monde entier. Alors effectivement, la langue anglaise te permet de toucher l'Angleterre, l'Australie, etc. Et d'ailleurs, de plus en plus, te permet de toucher le monde entier. Combien de gens en France aujourd'hui, et encore une fois, de plus en plus avec les jeunes générations, parlent anglais, comprennent l'anglais et utilisent des outils qui sont pas forcément traduits dans la langue de Molière. Et c'est pas non plus hyper compliqué de cliquer sur next, de cliquer sur suivant et de comprendre des trucs de base. Donc, donc c'est pour ça que je dis ça dépend des business. Si tu fais de la livraison de je sais pas quoi, de matelas, c'est un peu débile depuis la France d'aller livrer à Pékin, tu vois. Quoique, j'en sais rien, mais c'est quand même loin, cher, compliqué, coûteux, etc. Mais quand tu es sur des business de software en ligne, ça n'a aucun intérêt de faire du français, que du français, de se limiter et de choisir des noms. Alors, je te donne quelques exemples. Puisqu'on a parlé de qui veut être mon associé, il y a une boîte qui va passer mardi prochain, donc ce sera peut-être déjà passé au moment où le podcast sera publié, qui s'appelle Foodvisor, qui est une boîte dont je suis actionnaire investisseur. On a investi avec mon club privé et j'en suis absolument très très fier, qui est une boîte française créée par des Français, qui s'appelle donc Foodvisor ou Foodvisor en français, mais c'est un nom tout à fait anglais et que les Français peuvent comprendre, mais que les Anglais peuvent comprendre aussi, les anglophones. Et très rapidement, ils sont en France, ils ont leur bureau en France, mais comme on est dans un monde complètement digital, etc., ils ont ciblé le marché américain. Et aujourd'hui, plus de la moitié de leurs utilisateurs sont américains. Et c'est pas très compliqué. Depuis ton ordinateur, où que tu sois dans le monde, y compris en France ou n'importe où ailleurs, tu peux faire une publicité ciblée sur les États-Unis. Tu te déploies sur l'App Store aux États-Unis et on vit dans un, tu vois, quand on dit la Terre est plate, on vit dans un monde où les notions de pays, de France, de machin disparaissent et n'ont plus vraiment voilà, n'ont plus vraiment de sens. Donc, bien sûr qu'il faut penser international tout de suite, surtout si tu as un business comme ça. Je te donne un autre exemple d'une boîte dont je suis actionnaire française et qui cartonne aux US, qui s'appelle Shaper. Pareil, boîte française, non anglais, et les bureaux sont en France, et les mecs tout de suite se sont dit, mais nous, on veut aller sur le marché américain. Et pareil, marché américain, c'est des exemples, en l'occurrence, c'est le marché américain, mais ça pourrait être le marché de n'importe où. Si tu veux aller sur le marché chinois, japonais, peu importe. Mais depuis ton ordi, tu peux toucher le monde entier avec des produits physiques, avec des produits, pardon, digitaux, justement, pardon. Et il n'y a pas de raison de se priver. On vit dans un monde où si tu fais un truc bien, ça peut intéresser tout le monde. Donc oui, il faut le faire en anglais, c'est une évidence. Ok, et donc, ouais, donc automatiquement toujours le monde entier par l'Europe. Voilà, exactement. Tu me disais l'Europe, je te réponds tout le monde. Et les Allemands, ils parlent aussi anglais, les Suédois, les Finlandais, tout le monde parle anglais, si tu veux. Enfin, t'as quelques irréductibles, les Italiens, les Espagnols, les Français d'ailleurs, historiquement, parlent pas très bien anglais. Mais ça, pareil, ça va de mieux en mieux. Hein. Les plus jeunes parlent quand même de mieux en mieux anglais. Et à la limite, tu vois, j'ai envie de te dire pourquoi tu vas te faire chier à traduire en italien, en allemand. Ça va concerner quelques dizaines de millions de personnes. Alors que si tu traduis en anglais, tu peux juste toucher le monde entier. Je veux dire, les mecs en Indonésie, ils parlent anglais. La moitié de l'Afrique parle anglais. Non, mais après, comme tu dis, et sous tout ce qu'on dit dans les startups, après, souvent, quand tu fais de l'UX et tu fais quelque chose qui est vraiment très intuitif et simple, bah après, voilà, si vraiment c'est quelque chose du style et que tu n'as pas le choix et qu'il n'y a aucun produit qui existe, bah les gens vont apprendre à faire Exactement. Next. Tout le monde connaît on and off, même si tu parles pas anglais, tout le monde connaît on and off. Donc, il y a une base qui est simple. Donc, quand tu fais quelque chose qui est simple et qui est léché, bon, bah, ça va passer. Hein. Il n'y a pas de raison. On Voilà, va parler un peu. Oui. quitte à, tu vas traduire après. Je veux dire, par ailleurs, tu vois, tu vas aller au Japon, tu as repéré que c'était un énorme marché, mais les Japonais veulent pas parler anglais parce que historiquement, pareil, les Japonais veulent pas. Bon bah, t'as encore à temps de traduire en japonais plus tard. Mais déjà avec la langue anglaise, je veux dire, tu as accès à un marché tellement énorme que oui, il faut commencer par ça. Donc, avec le marché, comme tu dis, ouais, ça va être viral. Donc, déjà, il y aura déjà une base. Puis après, tu vas lancer le reste quand tu auras déjà 1 Absolument. million, 2 000 clients. Question donc, qui est très intéressante et importante. C'est quoi une bonne sortie pour un billet?
Mhm. Écoute, je vais te répondre. Je sais pas, tu vas peut-être être déçu de ma réponse, mais une bonne sortie, c'est une sortie qui te fait gagner de l'argent Ah et bah qui non, te bah c'est fait, ça que je voulais entendre. voilà, et qui te fait Mais je gagner voulais plus, avoir un chiffre, est-ce que ouais. c'est 2 fois, fois 3, fois 4 Alors ou justement, comment? pour compléter ma réponse, c'est une sortie qui va te faire gagner de l'argent et qui va te faire gagner plus d'argent que si tu avais mis ton argent ailleurs. Donc, pour te répondre très concrètement, moi, tu vois, par exemple, bon, je l'ai évoqué tout à l'heure, tu as une grosse majorité des Français qui veulent pas investir en bourse, ça leur fait peur. Moi, j'investis en bourse. Et donc, quand je vais faire un exit en startup, eh ben, je vais le comparer, par exemple, à la bourse. Je vais le comparer à, je sais pas quoi, l'immobilier. Et donc, quand tu me dis est-ce que c'est x2 ou plus, ben, ça dépend. Si c'est x2 en un an, comme ça m'est arrivé, eh ben, il y a aucun autre placement aujourd'hui qui me permet de faire x2 en un an. Quand tu places ton argent en bourse, les bonnes années, tu fais, tu vois, 20-30%, ce qui est déjà génial. Et puis les mauvaises années, tu vas faire plutôt moins 30. Mais tu feras jamais 100%. Enfin, jamais. Faut jamais dire jamais, mais c'est quand même difficile de faire 100%, c'est-à-dire x2 en bourse en un an. Donc, si tu fais x2 en un an en business angel, dans une startup, c'est génial. Maintenant, si ça met 10 ans, tu mets 10 ans pour sortir et que tu fais x2, là, c'est moins bien parce qu'en 10 ans, en bourse, tu as fait plus que x2 en général, en moyenne. Alors, ça dépend si tu t'es tapé la crise de 2001 et de 2008. Donc voilà, il faut voir, il faut comparer. Mais Mais après c'est pas gênant parce que sur le long terme, on est toujours gagnant. Et les études l'ont montré parce que dernièrement, je exactement, lisais un livre de Tony Robbins qui étudie en fin de compte sur le long terme avec plein d'investisseurs. Si tu ne revends pas et que tu as une stratégie de long terme, tu es quasiment exactement, sûr de gagner. En plus, tu peux absolument. continuer à réinvestir. Et ça tombe bien, ça aller sur une autre question. Là, je suis pas sûr que tu vas me répondre comme je voudrais. Est-ce que donc des fois tu sors pas? C'est-à-dire que est-ce que donc deux questions. Est-ce que donc des fois t'es tellement bien que tu veux pas sortir, tu sens que ça va encore grandir, genre tu investis dans une licorne, donc tu dis bah, pourquoi pas plutôt récupérer du dividende. Et est-ce que donc des fois tu fais des deals de royalties? Alors, oui, là, oui, il y a beaucoup de questions d'un coup. Alors non, non, je vais te répondre à la deuxième. Non, je fais pas de deal de royalties. J'en ai jamais fait. J'y suis pas fondamentalement fermé, mais c'est pas vraiment l'idée de ce qu'on fait. C'est quand même compliqué parce qu'une startup a besoin de cash pour sa croissance et donc le royalties, tu le sais, c'est beaucoup Tout à fait. critiqué pour ça. Ça va venir enlever du cash à la startup et donc c'est pas terrible. Je dis pas que j'en ferai jamais. Aujourd'hui, j'en ai jamais fait. Voilà. Ça c'est la réponse à la deuxième question. C'était un L'autre coucou et une partie. dédicace à Kevin Ah, O'Leary. bien sûr, exactement. Mister Wonderful, si tu Voilà. nous écoutes. Euh, euh, est-ce que parfois tu sors pas? Alors, déjà, je vais te répondre très simplement. Il y a quand même, t'as quand même rarement le choix. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de cas où tu vas sortir, tu vas être obligé de sortir. Il y a des clauses dans le pacte d'associés de tag along, drag along qui font que quand une boîte rachète, par exemple, la startup, tu vas pas pouvoir rester. Donc, t'as vraiment pas toujours le choix. Euh, Ensuite, effectivement, c'est du cas particulier et ça dépend de ta conviction. Effectivement, est-ce que depuis que en fait, moi, je regarde quand on me propose de sortir, je regarde comment la boîte a évolué depuis que j'ai investi. Quand j'ai investi, j'avais une thèse d'investissement et je m'étais dit voilà ce qui va se passer, voilà comment la boîte va évoluer. Est-ce que ça a évolué mieux ou moins bien que ce que je pensais? Si ça a évolué moins bien, bah, je peux me dire bon bah voilà, j'ai été entre guillemets un peu déçu et donc je préfère récupérer mon argent. Est-ce que tu y crois encore ou pas? Si tu crois plus ou moins, tu peux récupérer ton argent. Si tu crois encore et que tu dis cette boîte c'est de la folie, ça va faire une licorne, tu peux effectivement choisir de rester. Ça c'est vraiment Donc là, si en fin de tu compte, tu feras un site 2 et puis tu vas plutôt évoluer et grandir avec eux. voilà, voilà, mais c'est vraiment du cas par cas. Encore une fois, c'est assez rare d'avoir le choix. Et quand tu as le choix, c'est vraiment une question de conviction personnelle, de comment tu te situes par rapport à la boîte. Où en est la boîte? Est-ce qu'on te propose de sortir par exemple sur une valo à je sais pas quoi 100 millions? Et donc dans ce cas-là, si tu dis mais je veux encore faire x10, il faut que la boîte aille à 1 milliard. Est-ce que cette boîte peut aller à 1 milliard? Est-ce que tu vois, ça dépend du marché, du produit, ça dépend de plein de choses. C'est vraiment du cas par cas. Donc voilà. Après, ce que je voudrais te dire pour terminer, c'est que sur cette question-là, c'est que les exits en startup sont quand même assez rares et que donc ça t'arrive pas tous les 4 matins quand on te propose un exit. Donc il y a quand même un truc où moi j'ai quand même une philosophie de dire c'est quand même tellement rare que quand on t'en propose, il faut quand même en général essayer d'en profiter. Mais ça veut pas dire que je le fais à chaque fois. À chaque fois, j'y réfléchis et Non, mais je me dis bah, si j'y crois encore, je surtout que le reste. but, Mais surtout voilà. que le but, toi, à ton niveau, sans savoir quel est ton niveau, parce qu'on n'en a pas parlé, tu n'es pas au niveau de Xavier Niel, donc tu as besoin du cash pour investir, techniquement. Oui et non. Alors non, t'as pas besoin du cash pour réinvestir. Enfin, c'est toujours bien d'avoir du cash qui rentre pour le réinvestir, mais si tu veux, quand tu es business angel et que tu investis dans les startups, de toute façon, et c'est ce que je répète à longueur de journée sur ma chaîne YouTube, et c'est très bien que je le répète ici, il faut que tu investisses de l'argent dont tu n'as pas besoin. Parce que c'est de l'argent que tu peux perdre, qui peut aller à zéro. C'est de l'argent, tu sais pas quand tu vas le récupérer, tu n'as aucune notion de temps. Est-ce que tu vas revoir ton argent dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans peut-être? Alors évidemment, on espère le revoir avant 10 ans, mais on ne sait pas, on peut pas le maîtriser ça. Et donc, c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin.
Donc effectivement, tu vas te dire si je récupère cet argent, je vais pouvoir le réinvestir, mais il faut pas compter dessus. Donc et si tu investis de l'argent dont tu as besoin, c'est que c'est pas il faut pas le faire. T'es pas dans la bonne, t'investis pas correctement. Il faut pas investir l'argent dont tu as besoin. Donc ça, c'est pas vraiment un élément qui rentre en compte. Ça rentre un peu en compte. Effectivement, tu te dis si je récupère tout cet argent, je vais pouvoir investir encore plus. Mais c'est pas du tout le fond du problème. Le fond du problème, c'est est-ce que je crois encore au projet ou pas, quoi, grosso modo. Voilà. Mais toi, en fin de compte, dans les exits, tu te mets pas sur un objectif de 3-5 ans. Parce que là, tu n'as pas 10 ans. Donc, en général, t'es pas sur une moyenne habituelle de 3-5 ans. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on ne sait pas. C'est-à-dire que tout le monde dit 3-5 ans, mais c'est bien beau de le dire. Mais voilà, moi, j'essaye vraiment de prendre le parti de l'honnêteté, de la transparence avec ma communauté, sur YouTube, etc. Et les gens qui te disent 3-5 ans, tu sais, on dit les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Ça sert à rien de dire 3-5 ans parce qu'on ne sait pas, fondamentalement. Et donc, je peux te dire 1 à 3 ans, je peux te dire 3 à 5, je peux te dire 14 ans. C'est de l'inventer. Tu peux dire 3-5 ans, mais au bout de 5 ans, si tu veux, tu peux dire je veux sortir. Ok. Et alors, si l'entrepreneur te propose pas de sortie, c'est toi tout seul, surtout en tant qu'angel. Alors quand tu es à un niveau plus élevé de VC, etc., tu peux avoir un peu des clauses de liquidité. Donc tu peux essayer de l'envisager, mais tu ne maîtrises pas. Donc, c'est illusoire et moi, je trouve ça un peu dommage. Il y a beaucoup de gens qui effectivement vendent ça en disant, oui, c'est 3-5 ans l'horizon. Ok. Tu peux dire que l'horizon, c'est 3-5 ans, sauf qu'en fait, t'en sais rien. Et donc, en disant ça, c'est pas un mensonge, mais c'est pas non plus tout à fait la vérité. Sur 3-5 ans, tu peux te dire que après 3-5 ans, si t'as pas tes résultats, tu peux sortir. Toi-même, tu dis, après toi, tu vas dire c'est pas cool pour les investisseurs, pour les entrepreneurs. Tu dis, tu sors, tu laisses tomber. Mais certains peuvent se dire, j'ai mis 3-5 ans, c'était ma limite, que je dois avoir une sorte de guideline en tant qu'investisseur et je vais pas rester 20 ans. Parce que si je fais trop de projets comme ça, je suis perdu. Non, mais encore une fois, tu sais, il y a même dans les clauses de liquidité, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, je veux sortir. L'entrepreneur doit te proposer des sorties. Mais il y a rien qui te garantit qu'il va trouver. Tu parles de l'agrément? Non, je parle du fait tu me dis 3-5 ans, au bout de 3-5 ans, tu décides de sortir. Non, imaginons. Tu revends une personne même si tu revends à perte. Hein. C'est pas assez stupide, mais bon, tu revends à perte, tu dis je sors et tu le vends à quelqu'un d'autre et puis tu pars, quoi. Oui, donc si tu le revends pour 1 euro, tu vas trouver un acheteur. Non, pas 1 euro, mais quelque chose qui fait que tu récupères un peu d'argent, mais bon, pas au montant que tu aurais voulu. Parce que si tu investis 10 000 et que tu voulais récupérer 30 000 et que tu n'arrives pas à les vendre, tu vends 5 000, tu gagnes du temps, tu gagnes pas d'argent, mais tu dis je repars sur autre chose parce que là j'ai mis toute mon énergie, entre parenthèses. Je vais te dire très franchement, après chacun fait comme il veut, mais déjà même à 5 000, rien ne te garantit que tu vas trouver un acheteur. C'est vrai. Rien ne te le garantit du tout. Et puis par ailleurs, quitte à récupérer, quand tu es un business angel, tu vises effectivement des très très gros multiples. Donc tu te dis, moi j'ai mis 10 000, moi je vise pas de récupérer 30 000, je vise de récupérer 100 000 ou plus, d'accord? 100 000 et idéalement 1 million, 10 millions, etc. Donc me fermer, soit tu crois plus à la boîte, mais dans ce cas-là, tu crois plus, donc oui, tu peux récupérer tes 5 000, mais c'est pas. Si tu crois plus à la boîte, c'est que la boîte va mal et donc personne va te les racheter si tu veux. Même 5 000, ça vaut rien si tu crois plus. Malheureusement, pour le coup, il y a toujours un couillon, mais bon. Ouais, mais bon. Et en plus, tu vas dépenser de l'énergie, du temps. C'est quand même pas facile de négocier de gré à gré en privé, de racheter machin et tout des boîtes. Surtout que si tu veux, moi, quand j'investis dans une boîte aujourd'hui, c'est pas 10 000, c'est 200 000. Donc, faut retrouver un mec qui va te le racheter même 100 000. Trouver un mec qui va te sortir 100 000 balles pour une boîte qui est en train de couler, c'est pas évident. Ok. Ou alors, si tu crois encore, en gros, si tu veux, t'as le choix entre potentiellement. Si tu crois encore, tu te dis, je vais pas récupérer la moitié alors que j'ai encore une possibilité d'upside, même si c'est dans plus longtemps. Donc, je préfère, si ça fait 5 ans et que j'avais prévu 5 ans, mais voilà, je préfère à la limite attendre, vous passez du temps avec l'entrepreneur pour voir ce qui bloque et comment débloquer sa boîte. Bon, a priori, je l'ai fait sans avoir attendu 5 ans, mais voilà. En me disant, j'ai toujours une possibilité d'upside, donc d'upside de gain, pardon, que de récupérer la moitié et de passer du temps à essayer de entre guillemets couiller un gars, de lui vendre un truc un peu pourri. Encore une fois, il y a très peu de chances que si la boîte va mal, j'arrive à le revendre. Donc, je vais passer du temps pour rien. Je préfère me concentrer sur trouver des nouveaux deals, etc. Ou passer du temps avec l'entrepreneur pour redresser et espérer un gain. Voilà. Donc, si tu veux, un arbitrage entre avoir c'est un truc tout con, mais entre avoir 5% de chance de me faire 100 000 euros ou 50% de chance de récupérer 5 000, je dis 50% parce que une chance sur deux de trouver la bonne personne qui veut bien, etc. Je préfère à la limite économiser mon temps comme pour toi, comme pour tout le monde, c'est quand même ma ressource la plus précieuse, et faire une croix sur 5 ou 10 000, mais toujours garder l'espoir d'avoir un gros exit à la sortie, quoi, tu vois. Donc ça confirme bien ce que tu dis au début et ce qui est logique et pour tout investisseur, ceux qui écoutent, de vraiment
toujours partir sur un projet où tu es à 300% dedans et que même si ça change, voilà, tu y crois toujours. Et même si, comme tu dis, pour pas perdre ton temps et de l'énergie, garder l'argent et le perdre et donc rester donc dans le bateau avec donc l'équipe que de tenter de sortir. Et donc dès le départ, vraiment y croire à ça et savoir que tu ne sortiras jamais, à part si tu as une grosse exit. De toute façon, absolument, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que moi, quand j'investis dans une startup, c'est que j'ai une conviction absolue, extrêmement forte, que c'est un projet absolument génialissime qui va cartonner. Donc, encore, comme je te le disais, si au bout de 3 à 5 ans, tu n'as plus cette conviction-là, soit la boîte est en train de se planter, dans ce cas-là, encore une fois, tu trouveras personne, mais c'est ou soit tu l'as encore. Si tu l'as encore, tu n'as aucune raison de sortir, même si ça fait 5 ans. D'accord. Est-ce que sauf si on te propose un multiple, sauf si on te propose un multiple intéressant. Voilà, sauf si la boîte, voilà, exactement. Donc avant qu'on parle un peu donc de tes projets plutôt perso du club privé et de comment tu l'as monté, de choses comme ça, qu'est-ce que tu penses toi des startup studios? Parce que moi c'est plus vers là que je vais, parce que malheureusement j'ai de l'argent bloqué dans des structures, donc je sens que j'ai du mal à récupérer. Même mon avocat ne trouve pas la solution. Et donc j'ai commencé cette année, normalement je vais créer 3 projets où je vais me baser sur mes compétences. J'ai pas le local, mais je trouve un local peut-être pour pouvoir loger donc les entrepreneurs. Je vais commencer le budget. Je vais passer je sais pas si je te dis le montant. Je vais passer un pourcentage parce que je pense que tu vas pas être d'accord automatiquement. Un pourcentage et un peu d'argent et puis les gens vont gérer. Voilà. Qu'est-ce que tu penses donc des startup studios pour commencer en tant qu'entrepreneur et investisseur, on va dire? Alors, je suis ravi que tu me poses la question parce que j'ai jamais eu l'occasion de parler des startups studios, ni même sur ma chaîne YouTube. J'ai jamais fait de vidéo. Peut-être que j'en ferai une d'ailleurs. Tu me donnes l'idée. Mais alors, pour le coup, ce que je vais te répondre, je pense, va pas te plaire puisque tu veux en créer un. Moi, je suis fondamentalement contre les startup studios. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je t'explique pourquoi. Je pense que c'est un mauvais deal pour tout le monde. Je pense que pour l'entrepreneur, c'est un mauvais deal parce qu'il va donner une partie de son equity pour quelqu'un qui va pas être impliqué sur le long terme. C'est quelqu'un qui va l'aider à un instant T. Alors, on voit beaucoup de startup studios qui vont t'aider sur ton site web ou toutes les parties techniques, développement, qui vont peut-être t'aider sur le commercial. Mais à la limite, moi, je préférerais, si je suis entrepreneur, plutôt que de donner 5, 10, 15, 20% à un startup studio pour faire la partie technique, et ben, tu donnes le même pourcentage, mais à un CTO qui va faire la partie technique, mais qui va rester sur le projet sur le long terme. Idem si c'est un startup studio qui va t'aider sur le commercial. Je confirme qu'on a un peu plus. Moi, on était à 30-35%. Voilà, 30. Donc, tu vois, et je les vois plus comme des partenaires parce qu'on va déjà sur le long terme. Voilà. Mais si tu veux, alors voilà, soit c'est une association. Et donc, dans ce cas-là, tu vas les aider sur le long terme pour toujours. Et dans ce cas-là, c'est très bien de s'associer. Mais si c'est un startup studio, le startup studio, il va t'aider pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis après, il va renouveler, il va aller prendre des nouvelles startups. Et donc, à un moment donné, forcément, son aide va diminuer, va s'arrêter. Par contre, les parts vont pas s'arrêter. Donc, je trouve ça dommage de bloquer des parts pour toujours. Hein. Quand tu donnes des parts d'une entreprise, c'est pour toujours. Un startup studio dont l'implication dans le temps va diminuer. Donc, c'est un mauvais deal pour les startups. Pour le startup studio, je trouve que c'est un mauvais deal aussi parce que ça va pas te rapporter d'argent du tout tout de suite parce que tu vas devoir attendre très longtemps. Et donc, tu vas devoir fournir des services aujourd'hui. Donc, c'est très bien si tu es très riche et que tu as plein d'argent, mais je pense pas que ce soit forcément ton cas et que tu dises, moi, je vais cramer 1 million par an, puis on verra dans 10 ans, je m'en fous. Donc, c'est très bien, c'est très riche, mais sinon, c'est compliqué. Et donc, les startup studios vont chercher à lever de l'argent. Et donc, c'est aussi un mauvais deal pour les investisseurs. Moi, on m'a proposé d'investir dans les startup studios, sauf que les startup studios, il n'y a pas d'exit. Personne, il n'y a aucun startup studio jamais qui s'est fait racheter. Les boîtes du startup studio peuvent se faire racheter. Mais les startup studios, celles qu'on parle, excuse-moi de te couper, celles qu'on parle, peut-être qu'on connaît les mêmes, sont très grosses. Alors, celles qui ont réussi dans l'exemple du startup studio. Non, il y en a un, c'est eFounders. Il y a un startup studio qui a réussi, c'est tout. Mais il y a quand même des dizaines et des dizaines qui ont échoué. Enfin, qui ont échoué. Ou qui n'ont pas atteint de taille critique, etc. eFounders, c'est une boîte très très belle, mais c'est différent. Ils ont une verticale, ils ont un savoir, etc. Et ça revient aussi à ce que je voulais te dire, c'est que moi, je suis persuadé que pour réussir, il faut faire une chose et une seule. Il faut la faire bien et il faut la faire pendant des années et des années. Pourquoi je suis persuadé de ça? Parce que tu te souviens, je t'ai raconté l'histoire de ma vie. J'ai fait beaucoup de business et j'ai tous échoué. Et je pense une des raisons qui fait que j'ai échoué, c'est que j'étais un peu touche à tout. Je partais dans tous les sens et je voulais tout faire en même temps. Et on peut pas tout faire. On peut pas tout faire bien. Soit tu fais tout et tu le fais n'importe comment, soit tu fais une chose et tu le fais bien. Et comme par hasard, quand je me suis dit, tu vas arrêter les conneries, tu vas faire un truc et tu vas le faire bien et tu vas te concentrer là-dessus pendant des mois et des années, qui est mon club privé Léonis Investissement, mon business aujourd'hui, et ben, ça s'est mis à cartonner aussi parce que j'avais appris plein de choses de mes expériences passées, mais ça s'est mis à cartonner. Et donc, un startup studio, c'est aussi une certaine façon
vouloir tout faire en même temps. Et je ne pense pas que ce soit une bonne façon de réussir. J'ai la conviction forte que pour réussir, il faut faire une chose et une seule. Donc, Donc tous ces éléments… type Peter Thiel, de 0 to 1, focus sur un truc et puis ne pas faire Absolument. autre chose. Voilà. Donc, l'ensemble de tous ces éléments me font croire que les startup studios, c'est pas terrible et que c'est bon pour personne, ni pour le startup studio d'ailleurs, ni pour l'entrepreneur, ni pour les investisseurs à qui on propose d'investir dans les startup studios. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'investisseurs de fonds d'investissement. Pour les startups, il y a encore un problème, c'est quand elles vont vouloir aller lever de l'argent, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont voir « Ah bah tiens, tu as donné 30% de ton capital au startup studio, et ben dans ce cas-là, ça m'intéresse pas d'investir. » Pas tous, hein, mais ça va être aussi un problème. Donc, c'est encore un point négatif pour les startups. Donc, voilà, je suis désolé si c'est ton… Enfin, mais tu me poses la question, donc je te réponds très honnêtement. Non, voilà ce que j'en pense. Je savais ce que tu allais me répondre, sinon tu en auras déjà fait. Donc après, moi, c'était plus pour ceux qui sont intéressés, même si on n'a peut-être pas la même définition du startup, parce que là, on parlait des parts qui étaient un peu différentes, mais bon, on n'a même pas précisé ce qui est startup studio, mais bon, on n'est pas là voilà. pour ça. Startup studio, non, mais t'as raison de le préciser, c'est assez vague. Ça dépend quel type de startup studio, effectivement. Et puis par ailleurs, ça n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Et moi, je suis ravi, et je l'ai dit à plusieurs boîtes, j'ai des bons copains qui ont monté un startup studio. Je serais ravi qu'ils me prouvent le contraire, qu'ils me prouvent que j'ai tort. Bah, il y a effectivement des très belles réussites. Il y a des preuves, parce que comme tu as parlé eFounder, mais il y a voilà, aussi… eFounder, c'est une belle réussite. Il y a aussi HVF Lab, tu as Expa, tu as Monkey Inferno, et dans les structures qui ont réussi, tu as Photolia, bon, MySpace a fermé, mais bon, voilà, tu as StumbleUpon qui a été racheté, tu as Uber, tu as PayPal, tu as plein de groupes. Mais bon, c'est vrai que c'est des extrêmes. Et ça reste quand même dans l'investissement, il y a quand même beaucoup de risques, donc il y en a très peu qui réussissent, mais quand tu réussissent très très bien. Mais après, bon, je pense encore un business qui reste encore nouveau, on va dire, qui va se développer. Et puis moi, quand je le vois, c'est plutôt du partenariat que vraiment du vrai startup studio. C'est comme parce que moi, je suis un peu touche à tout et j'ai toujours des business. Et quand tu es focalisé sur un truc, tu peux pas tout faire. Donc, vaut mieux créer la structure, laisser gérer et ramener des compétences que tu as et puis donner des bonnes parts. Et c'est vraiment un vrai associé. C'est pas juste une personne qui vient et qui va partir. Voilà. Mais bon, c'est ma définition à moi. En tout cas, c'est vrai que c'est encore nouveau. Donc voilà, moi, tout n'est pas joué, tout n'est pas fini. Et moi, je serais ravi d'avoir tort. Et si tu veux, moi, j'ai aucun problème. J'ai des convictions souvent assez fortes et j'en parle publiquement. Et donc forcément, je vais me planter. J'ai tout à fait sur certaines choses que je dis et je suis tout à fait à l'aise avec ça. Donc je serais ravi. D'autant plus si c'est avec ton startup studio que ton startup studio réussit. Je serais ravi de me planter et mon avis change, évolue dans le temps. Et comme on dit, il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Donc voilà, c'est effectivement quelque chose d'assez jeune et nouveau. Et il y a peut-être des modèles à trouver qui fonctionnent bien. Voilà. D'accord. Donc une question plutôt sur la mode des super angels. Qu'est-ce que tu penses des super angels? Qu'est-ce que tu appelles un super angel? Actuellement, on dit plutôt qu'il y a trop d'argent sur le marché. C'est vrai. Et qu'il y a plein de gens qui lèvent pour lever qui n'ont pas de sens. Et avant, plutôt, on disait que quand tu faisais du business angel, il y avait la Love Money qui était à 50 000 euros et les angels finançaient à partir de 100 000 et jusqu'à 1 million. Et maintenant, plutôt, les angels, ce qu'on appelle les super angels, financent qu'à partir des millions. Donc, ils financent plus en dessous. Et donc, ils sont soumis entre les business angels et les VC qui sont au-dessus ou tous les autres fonds, types de fonds. Et les super angels investissent qu'à 1 million. S'ils sont en dessous, ils ne regardent même pas, ils n'investissent pas. Et, alors, écoute, ce que j'en pense, c'est que c'est une évolution assez naturelle du marché, en fait. Je pense que c'est plutôt bon signe pour l'écosystème, notamment français. Je pense que tu me parles de la France. Oui. Je t'en parlais tout à l'heure. C'est très développé aux États-Unis, mais en France, ça commence à venir. Voilà, justement, c'est très développé. C'est ce que j'allais dire. Les États-Unis sont en avance sur l'investissement, évidemment sur nous, énormément. Et c'est une évolution assez logique du marché, parce qu'en fait, c'est des angels, c'est des boîtes qui se revendent de plus en plus cher. Donc, c'est des mecs qui ont de plus en plus d'argent et donc ils veulent investir de plus en plus. Et comme je t'en parlais tout à l'heure, on manque quand même encore d'argent en France, notamment sur les très gros deals. Et donc, c'est très bien que le marché, entre guillemets, aille vers le haut. C'est-à-dire que des mecs investissent de plus en plus d'argent. Ça veut dire que peut-être que si les super angels investissent à partir de 1 million, et ben peut-être que les fonds qui investissaient entre 2 et 5, et ben ils vont investir maintenant entre 4 et 10. Et donc, peut-être que les fonds d'au-dessus vont plus investir entre 5 et 15, mais entre 10 et 30, etc. Et ça fait monter tout ça. Et c'est pas mal parce qu'en France, on a un problème tout en haut avec les 100 millions et plus, comme je te le disais. Donc, je trouve que c'est plutôt bien. Je trouve que c'est une évolution assez logique du marché et que ça va aussi dans le bon sens. S'il y a des super angels qui ont de l'argent à investir, c'est parce qu'il y a eu des exits, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont monté des boîtes qui se sont fait racheter, c'est parce que c'était avant des petits angels qui ont investi et qui ont fait des bons investissements et donc ils ont fait des exits et ils sont passés de petits angels à super angels. Donc tout ça, c'est très très bien. Et c'est aussi, je pense, hyper intéressant que des startups puissent lever des montants élevés. Et j'en vois de plus en plus, je vois des mecs qui lèvent des montants. Là, j'ai vu quelqu'un qui a levé, je sais plus, 800 000 euros
mais qu'avec des particuliers, qu'avec des petits angels. Et c'est un truc qui aurait été impossible il y a 5 ans, quoi. C'était trop d'argent pour des particuliers. Et pour aller chercher ce genre de montant, il fallait se tourner vers des structures, tu vois, plus pro. Et donc, c'est très bien parce que c'est aussi un process un peu plus light d'aller voir des particuliers ou des super angels pour aller chercher 1 million d'euros que d'aller se taper la tournée de tous les fonds avec des process pour le coup beaucoup plus compliqués, avec des gros dossiers, des dizaines de rendez-vous, etc. Donc, voilà, mon avis est assez positif. D'ailleurs, Léonis Investissement est en passe de devenir un super angel. Aujourd'hui, on investit des tickets entre 2 et 300. Ça y est, on a même passé la barre des 300 000 euros. Et c'est en augmentation très rapide. Et vers 2021, on devrait arriver à des tickets d'1 million d'euros. Donc, tu vois, c'est pareil, une évolution finalement assez logique du marché. Voilà. Tu as parlé des 500 personnes. Donc, ça, on va en parler parce qu'avant, tu m'as mis une question. Donc, je vois le temps qui passe, mais tu m'as mis une question parce que moi, je suis un peu fâché avec eux, même si je suis passé par eux. Donc, qu'est-ce que tu penses des banques en France? Est-ce qu'elles font mal leur boulot ou pas bien leur boulot par rapport au financement? Est-ce que aussi donc leurs partenaires qui vont avec, parce que les France Initiative et tout le monde, toutes les structures que je dirais même pas financées, surtout qui ont des fonds, qu'est-ce que tu penses d'eux? Est-ce que tu les connais un petit peu déjà? Parce que moi, je suis passé par, comme j'ai fait plusieurs structures, j'ai dû passer par France Initiative. Il y en a tellement et souvent, elles te font galérer pour faire un dossier et pour finir, en fait, compte, tu as du mal. Et pourtant, elles n'arrêtent pas de dire qu'elles n'arrêtent pas de financer. Mais moi, j'arrive pas. Je connais peu de gens qui ont été financés par eux. Écoute, alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Pour ce qui est des banques classiques, des banques retail, les banques qu'on connaît tous, etc. Bon, je suis assez dépité du niveau, de la qualité de ce que font ces banques-là. Pour moi, c'est dans l'ensemble quand même assez mauvais. Évidemment, ils financent jamais les startups. Hein. Tu vas avec ton dossier de startup voir ton conseiller, je sais pas, il va rigoler limite. Et même au-delà de ça, la qualité, enfin, je veux dire, juste si on oublie les startups une demi-seconde, le service que tu as dans les banques aujourd'hui pour juste, je sais pas quoi, gérer ton compte courant, faire des virements à l'étranger, etc., te prennent des frais dans tous les sens, ça met 100 ans, il faut faire des papiers, il faut aller en agence, enfin, ils sont pas digitalisés. Bref, voilà, je suis pas du tout un fan des banques, je pense qu'elles font mal leur métier, que c'est des dinosaures qui sont en train de très très mal vieillir. Et face à ça, tu as des néobanques, tu as bien sûr la crypto-monnaie, qui est un sujet quand même qui m'intéresse beaucoup. Tu as aussi Conto pour en parler, parce que j'ai fait une vidéo il y a une semaine dessus. Conto. Tu as Manager One, que je veux citer, qui est un concurrent de Conto. Voilà, tu as Shine. Alors, Conto et Shine, malheureusement, moi, j'ai eu des expériences mauvaises avec l'un comme avec l'autre. Voilà, bon, c'est mieux que les banques classiques, ils sont moins pires. Mais c'est bon. Moi, il y a une néobanque concurrente de Conto et de Shine dont je veux parler, qui est peu connue, mais avec qui, pour le coup, je suis pas actionnaire, hein, donc je fais juste la pub vraiment gratos, mais je les trouve juste géniaux. C'est une néobanque qui s'appelle Manager One. Et moi, j'ai testé les trois, Shine, Conto et Manager One. Et avec Shine et Conto, j'ai eu des problèmes. Ils m'ont fait chier pour des trucs de banque, à la con, d'autorisation, de trucs. Enfin, juste chiant, quoi. Et Manager One sont vraiment au taquet. Donc voilà, j'en profite pour leur faire la pub gratos. Ils sont français, absolument. Ah, parfait. Okay. Et puis effectivement, tu as toutes les néobanques, les Revolut, les N26. Et c'est tout con, mais tu vois, même un truc vraiment. Moi, j'étais à la Société Générale en perso, et je suis parti chez Boursorama. Donc tu vois, c'est tout con. Boursorama, ça appartient à la SOG. Mais juste comme racheté, voilà. Mais non, mais c'est pas malheureusement. Ça appartient au même groupe, donc à la limite, tant mieux pour eux. Ils ont pas vraiment perdu un client, mais c'est juste 10 fois mieux. Ils me font pas chier, ils sont cool, ils répondent, il y a pas besoin d'aller bon, bref. Donc moi j'ai fait pareil, mais j'ai des problèmes avec Boursorama aussi, donc mais bon. T'as des problèmes avec eux, bon bah voilà. Non, j'ai eu, mais j'ai fermé, ouais. Donc voilà. Mais bon. Voilà. Moi j'en ai pas eu avec eux, donc je le dis. Et, bon, peu importe, mais en tout cas, voilà, les banques classiques, elles sont à la ramasse et il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant pour ce qui est du financement, alors voilà, les banques classiques te financeront jamais, c'est pas la peine, donc c'est dommage, ils ne le font pas. Alors ils ont quand même, il y a les banques maintenant qui ont quelques incubateurs pour accompagner quelques startups dans la fintech. Bon, très bien, ça reste assez anecdotique, mais c'est bien qu'ils le fassent. Elles le font, mais avec des trop de conditions, parce que moi je l'ai fait. Heureusement, grâce à mon avocat, j'ai pu sortir d'une situation où on m'avait pris une caution, et heureusement j'ai dénoncé la caution et j'ai évité de rembourser 40 000 € à la banque quand j'ai eu une liquidation, parce qu'ils avaient fait une erreur dans la déclaration de la caution qu'ils doivent faire tous les ans. Parenthèse, ça peut aider quelqu'un, je suis content. Ouais, carrément. Mais voilà, donc elles peuvent prêter, mais j'ai dû mettre ma caution personnelle, caution de la maison, enfin plein de trucs, sinon elles prêtent pas. Voilà. Elles prennent pas de risque. En fait, contre leur boulot, comme je dis souvent, exactement. elles prennent aucun risque. Voilà, les banques, c'est assez paradoxal, mais effectivement, les banques françaises, en tout cas, ne prennent pas de risque du tout. Ce qui est assez fou, parce que ça devrait être leur métier, mais ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est de gérer des grands-mères qui font du livret A. Non, mais sans déconner.
C'est ça leur métier, Et d'accord. de prêter avec l'immobilier, voilà. Voilà, exactement. Et de vendre des cartes bancaires, excusez-moi. Voilà. Ouais, c'est ça, te prendre des frais. Non, mais c'est exactement ça. Ok. Donc voilà. Après, puisque tu me parles des banques et de l'écosystème, quand même, il faut mentionner BPI, qui pour le coup fait quand même du sacré boulot. Alors peut-être d'ailleurs, je pense moi qu'ils arrosent même un peu trop, parce que vraiment n'importe qui peut choper de l'argent de BPI, y compris des boîtes qui devraient pas du tout être financées, qui font des trucs complètement nuls. Et comme ils arrivent à choper 300 000 euros de BPI, bah en fait ils vont continuer quoi avec cet argent-là, avec l'argent public, hein, qui est l'argent je sais pas, de nos impôts hein, quand même. Mais on est en France tous les deux, toi et moi, donc on paye nos impôts en France, faut quand même le préciser. Mais en tout cas, c'est vachement bien ce qu'ils font pour les startups quand même dans l'ensemble. Le global, moi j'ai un avis très positif. Ils donnent énormément d'argent à des entrepreneurs qui se montent. C'est assez facile finalement d'obtenir de l'argent de la BPI pour des startups. Et dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même plutôt bien qu'ils fassent ça. Et ils donnent des cautions, je crois aussi. Ça peut alors je trouve, encore une fois, en fait, ils devraient le faire différemment. Aujourd'hui, si tu veux, ils donnent un peu les yeux fermés. Prends 200 000, tiens, prends 500 000. Ils s'en foutent un peu. Et c'est du prêt. Moi, je trouve qu'ils devraient le faire différemment. Ils devraient investir. Du coup, comme ils investiraient, ça les forcerait à étudier des dossiers. Ils devraient être, si tu veux, l'un des plus gros fonds d'investissement de France. Et pas distribuer les yeux fermés. Bon. Mais en tout cas, ils sont là, ils sont actifs, ils distribuent de l'argent et c'est déjà pas mal. D'accord. Donc là, on va parler de ton club privé. Donc toi, en fin de compte, tu as commencé en solo, donc tes premiers investissements, c'est ça? Et après, Absolument. Tu as créé le club privé. Comment tu as créé le club privé? Est-ce que tout le monde peut créer un club privé? Alors, c'est absolument, enfin, tu as raison, c'est assez marrant. C'est même l'histoire de la création du club privé, c'est qu'effectivement, j'investissais seul. Et j'investissais d'abord dans un club de business angel, je l'ai mentionné, ça me convenait pas, la mentalité, j'en ai parlé, donc je reviens pas dessus. Et puis ensuite, je suis sorti du club, je me suis retrouvé tout seul. Et à ce moment-là, c'était le début des plateformes. Donc, j'ai investi sur les plateformes. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, sur les plateformes, je trouvais que les projets étaient pas fous. Alors, il y avait quelques projets bien, mais il y avait pas beaucoup de projets. Et puis, il y avait beaucoup de projets que moi, je trouvais moyens. Alors, ça veut pas dire que les projets sont nuls en soi. C'est moi, par rapport à mes critères d'investissement, qui sont dans mon bouquin, etc., ça correspondait pas trop. Ça me plaisait moyen. Et je voyais passer plein de super levées de fonds, de super boîtes qui cartonnaient. Et je me disais, mais c'est marrant, eux, ils sont pas venus lever des fonds sur la plateforme. Où est-ce qu'ils ont levé des fonds? Je me suis renseigné, puis je me suis rendu compte que ces boîtes-là levaient des fonds directement auprès des fonds d'investissement, que c'était un petit milieu, un espèce d'entre-soi. Tout le monde se connaissait et ils allaient frapper à la porte des fonds d'investissement, des VC français, etc. Et que moi, particulier tout seul dans mon coin, j'allais jamais voir le dossier. Donc, j'allais jamais pouvoir investir, alors que c'était des super boîtes. Donc, j'étais un peu déçu. Et je me suis dit, bon, bah, ok, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, bah, c'est pas grave. Moi, je vais aller les chercher. Et donc, voilà, assez marrant. J'ai pris mon téléphone et j'ai trouvé des boîtes et je leur ai dit, coucou, c'est moi, Gabriel, je voudrais investir. Tu vois, vraiment comme ça, au culot, entre guillemets. Et puis, bon, il y a des mecs qui ont dit non, écoute, ça m'intéresse pas, etc. Mais quand même, il faut pas oublier que beaucoup de startups cherchent quand même à lever de l'argent. Donc, il y a des boîtes qui m'ont dit, bah, ok, tu veux investir, nous, on cherche de l'argent, tu peux nous aider avec tes expériences entrepreneuriales et tout ce que tu as fait, etc. Donc, ok, sur le principe, why not? Et puis là, bien sûr, on s'est mis à parler d'argent. Et le mec me dit, bon, bah, ok, moi, Gabriel, ça m'intéresse que tu investisses. Moi, je te propose d'investir à partir de 50 000 euros. Alors moi, évidemment, quand j'ai commencé, j'avais 23 ans. J'étais entrepreneur de ma boîte où je gagnais pas un rond. Donc, j'avais pas un rond. Et 50 000 euros, tu te doutes bien, je les avais pas. Et j'ai dit, ouais, mais moi, je voulais plutôt investir 2 000 euros, tu vois. Et déjà, 2 000 euros, pour moi, c'était la folie, quoi. Je raclais les fonds de tiroir et tout. Si j'avais pu investir 500, je l'aurais fait. Mais c'était 2000. Et bah, il s'est passé toujours un peu la même chose, c'est que le gars m'a dit, bah non, 2000 euros, moi, ça m'intéresse pas. Tu vois, même une petite levée de fonds en France, c'est 200 000 euros. Donc, 2000 euros, ça fait 1%. Il va pas se faire chier, entre guillemets, à signer des papiers, machin et tout, à entretenir la relation avec moi pour 1% du montant, même pas 1% de son capital, tu vois, 1% du montant levé. Et donc, je me suis retrouvé coincé. Et je te raconte ça pour te raconter de comment j'ai créé le club. À ce moment-là, il se trouve que j'avais quand même fait quelques investissements tout seul et très vite qui se sont très bien passés. J'avais investi dans une boîte qui s'appelle Artspur, qui est une place de marché d'art contemporain. Et 2 ans plus tard, on m'a proposé une sortie. La boîte s'est pas fait racheter, mais c'est un nouvel investisseur qui a proposé de racheter les parts des plus petits investisseurs 3 fois plus cher que le montant, donc un x3, que l'argent que j'avais investi 2 ans plus tôt, que j'ai accepté. Et puis, j'avais investi dans Payplug, qui est une fintech, et qui s'est fait racheter 11 mois plus tard par Natixis. Bravo. Merci. Et donc là, en 11 mois, j'ai multiplié mon argent par 2.
Et donc, très rapidement, j'avais ces investissements-là. Et puis, j'avais investi aussi très tôt, début 2014, je crois, de mémoire, dans Shaper, que j'ai mentionné tout à l'heure, et qui a connu assez rapidement, assez vite après ça, une croissance assez phénoménale. J'ai pas fait d'exit. La boîte est toujours, enfin voilà, je suis toujours actionnaire, mais ils se sont développés très vite, notamment aux États-Unis. Ils ont fait beaucoup parler d'eux. Et donc, au moment, si tu veux, où j'essayais d'investir tout seul et où les mecs me disaient, bah non, 2000 euros, désolé, ça va pas le faire. Nous, c'est 50 000. Il y a un mec qui me dit, bon, je fais un effort, 30 000. Bon, ça restait toujours complètement inaccessible pour moi. À ce moment-là, moi, je fais cet exit dans Harper, cet exit dans Payplug. Shaper commence à cartonner, donc plein de gens me disent à ce moment-là, waouh, t'as investi dans Shaper, c'est dingue, bravo, comment t'as fait? Waouh, t'avais investi dans Payplug qui sont fait racheter par Natixis, c'est génial, etc. Et donc les gens disent, bah nous aussi, tu vois, même des copains, mon réseau, etc. Dis donc, c'est dingue, t'as investi, vas-y, nous aussi, quoi. Envoie, fais tourner l'info, quoi, tu vois, grosso modo. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé à créer mon club. En fait, j'ai relié les deux. Je me suis dit, bah écoute, d'un côté, j'ai pas assez d'argent. De l'autre côté, il y a des copains et tout qui veulent investir avec moi. Ben, on va se regrouper et on va investir ensemble. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que n'importe qui peut créer son club? Oui et non. C'est-à-dire que oui, dans l'absolu, n'importe qui peut, oui, voilà, peut créer son club. Maintenant, c'est loin d'être évident. C'est une place de marché. Comme beaucoup de business, la place de marché, tu as besoin de monter des deux côtés en même temps. C'est-à-dire que si tu n'as que les investisseurs mais que tu n'as pas les startups, eh ben, tes investisseurs, au bout d'un moment, ils vont dire bon, bah, il ne se passe rien, c'est pas intéressant. Et si tu n'as que les startups mais que tu n'as pas les investisseurs, bah, tu n'auras pas assez d'argent. C'est assez marché, mais est-ce que tu es inscrit à l'AMF? Alors moi aujourd'hui je suis pas inscrit à l'AMF, je l'ai été et en fait quand je me suis inscrit à l'AMF en 2017, c'était l'époque de la ruée vers l'or entre guillemets dans les crypto-monnaies et pour l'AMF c'était un peu la chasse aux sorcières sur les crypto-monnaies. Ah, les crypto-monnaies c'est le mal, etc. Et donc quand j'étais à l'AMF, ils m'ont dit bah c'est très simple, soit vous arrêtez de parler de crypto-monnaie, soit vous arrêtez l'AMF. Et en fait, dans le cadre de mon activité, moi j'étais à l'AMF parce que je trouvais ça bien de faire les choses correctement, etc. En fait, j'ai pas besoin d'être à l'AMF pour ce que je fais puisque je fais pas de conseils en investissement, je fais pas d'appel public à l'épargne, donc j'ai pas du tout besoin d'être à l'AMF. Et donc, alors il se trouve qu'aujourd'hui je parle plus de crypto-monnaie spécialement sur ma chaîne YouTube parce que à l'époque je faisais un peu tout et aujourd'hui je veux vraiment être identifié comme la personne qui parle des startups et des startups uniquement et être un peu identifié comme sur YouTube en tout cas Monsieur Startup. Donc il se trouve que je parle plus des crypto-monnaies, donc tout ça, toute cette histoire entre guillemets, tout ça pour rien. Mais à l'époque j'en parlais beaucoup et donc comme j'avais pas besoin, je leur ai dit bon bah écoutez, bon bah ok, pas de problème, on va voilà. Mais c'est quoi ton statut alors? Le club privé, c'est une association? C'est une SASU? C'est quoi comme statut? Non, il y a pas de statut. Le club privé, c'est, enfin moi, ma structure est une SASU, mais c'est pas la structure du club, c'est mon business à moi qui gère, si tu veux, ce club. Mais le club en lui-même, il a pas de structure en tant que tel, puisque nous, on va créer en fait à chaque fois qu'on va faire un investissement, on va créer une holding. D'accord, ok. Voilà, on crée une holding pour l'investissement en question. C'est une holding différente à chaque fois puisque c'est jamais les mêmes personnes qui investissent, puisque déjà dans le cadre du club, bah, les gens investissent pas, ça change. Et puis en fait, à chaque holding, à chaque fois que je fais un nouveau deal, entre-temps, depuis le deal précédent, si tu veux, j'ai eu des nouveaux membres, des nouvelles personnes qui sont rentrées dans le club. Et donc, bah, il faut les inclure dans les investissements. Mais la holding, elle n'est pas capotée par une grosse holding? C'est tout ça, ça part à chaque fois? Exactement, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Absolument, ouais, tout à fait. Et donc, pour répondre à ta question de est-ce que n'importe qui peut créer un club, pour terminer en tout cas d'y répondre, il y a aussi une taille critique. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé, on était 5 avec des potes. En fait, à 5, tu fais pas grand-chose et tu vas pas très loin. Et donc, ça m'a mis 2 ans à atteindre une taille critique et à ce qu'on soit 50 dans le club. Et à partir de 50, là, tu commences à avoir... tu commences à avoir une taille critique, mais ça m'a demandé beaucoup de temps et d'énergie et c'était vraiment pas facile. Et donc, n'importe qui est capable d'arriver à 50, je pense, et qui arrive à trouver des startups peut créer un club privé, mais ça fait quand même beaucoup de conditions. Il faut trouver les startups. Déjà, c'est pas facile du tout. Moi, il se trouve que j'avais déjà ce réseau-là avant parce que j'investissais seul. J'aurais pas pu le faire sinon. Et puis, il faut trouver les 50 premières personnes et c'est vraiment loin d'être facile et évident. Et pour tout te dire, j'ai quand même pas mal galéré au départ. Voilà. Non, il y a du boulot. En fin de compte, j'allais te poser une question. Est-ce que tu restes toujours entrepreneur? En fin de compte, si, parce que le fait de téléphoner pour les investissements, donc c'est un esprit d'un développeur ou de business dev, donc d'aller chercher le business. Donc,
t'es quand même toujours sur le terrain. Tu fais ta côté investissement, t'as le côté aussi chercher les clients des deux côtés là, pour la place de marché. Donc, Oui, oui, d'une certaine façon, effectivement, d'une certaine façon, ce club, c'est aussi ma boîte et c'est aussi mon business. Enfin, je suis aussi entrepreneur d'une certaine façon au travers de ce club. Oui. Après, moi, je me considère avant tout comme un investisseur. C'est quand même mon cœur de métier. Ouais. d'accord. En termes de panier moyen, là, tu laisses rentrer les jeunes personnes là qui écoutent, qui disent oh là là, mais Gabriel, c'est un monstre, je vais le suivre, c'est le futur Xavier Niel. Combien il faut pour rentrer dans le club et dans la ligne? C'est très gentil et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on me dit ça sur Xavier. Je pense que il a mis la barre quand même très très haut, mais pourquoi pas? C'est un bel objectif. Écoute, pour te répondre, c'est très très simple. Moi, je demande aux personnes qui souhaitent rentrer dans mon club d'avoir une somme qui est de 10 000 euros par an qu'ils souhaitent investir dans les startups. Alors, je demande pas une fois que tu es dans le club un minimum, c'est-à-dire que je vais pas mesurer à la fin de l'année, ah bah t'as investi que 9 900, ça va pas, etc. Mais dans l'idée, je demande aux gens d'avoir 10 000 euros par an à investir. Pourquoi? Parce que donc quand je vais proposer un deal, je propose aux gens d'investir à partir de 2 000 euros par deal. Donc tu peux pas investir dans une startup que moi je vais proposer avec 200 euros. Il faut que ce soit 2 000. Et donc avec 10 000, tu vas pouvoir en faire 5 dans l'année. Moi, j'en fais à peu près une dizaine par an. L'année dernière, en 2019, j'en ai fait 9. Cette année, je pense que je vais en faire à peu près 10, peut-être entre 10 et 15. Je ne sais pas en avance, puisque ça dépend de combien de deals je trouve qui me paraissent hyper excitants et intéressants. Je peux pas savoir en avance, mais je pense que je vais en faire à peu près 10. Donc l'idée, si toi tu as 10 000 euros, eh ben, tu vas pouvoir en faire à peu près 5, c'est-à-dire à peu près la moitié. Et ça va pas créer de frustration. Si tu viens dans le club et que tu en fais que 1 sur les 10, ça n'a pas grand intérêt, ni pour toi, ni pour moi. Donc voilà, pour répondre à ta question. Et par ailleurs, j'en profite puisque tu me demandes, pour tous les gens qui s'intéressent à ce que je fais et qui n'ont pas 10 000 euros, il y a quand même beaucoup de gens, 10 000 euros, c'est évidemment une somme d'argent. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces moyens-là. J'ai créé un autre club qui s'appelle le club Mini Startup et qui est le petit frère ou la petite sœur, enfin qui est le petit frère du club classique, où je propose des investissements aussi dans des boîtes dans lesquelles j'investis mon propre argent, donc un peu de la même façon. Aussi des boîtes françaises et dans la Silicon Valley et en Europe, etc. Et qui sont des investissements accessibles avec un ticket d'entrée beaucoup plus bas. Notamment, ça va pour certaines boîtes à partir de 25 euros et puis pour d'autres à partir de 50, 100 euros. Mais donc des tickets beaucoup plus accessibles pour des gens en fait qui n'ont pas les moyens, qui s'intéressent quand même à l'investissement dans les startups. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, moi j'adore ce que tu fais, c'est génial, mais j'ai pas 10 000 euros et c'est normal. Je veux dire, tout le monde n'a pas, évidemment que tout le monde n'a pas de 10 000 euros comme ça. Et donc j'ai créé aussi ce club-là qui est là du coup accessible à tout le monde entre guillemets, en tout cas à tous les gens qui veulent investir dans les startups. Voilà. Donc, dernière question avant qu'on parle donc des 5 questions que je pose toujours en fin d'épisode. Ouais. Est-ce que donc par rapport aux investissements, donc c'est que des particuliers ou une société, quelqu'un qui a une structure peut investir son argent? Bien sûr, une société peut investir. Alors, pour tout te dire, moi dans le club, on y a un côté, on est une vraie communauté, si tu veux. Tu vois, hier soir, je te le disais tout à l'heure, hier soir, on était en espèce d'after work avec tous les membres du club, réservé vraiment aux membres du club, entre nous, quoi, pour faire connaissance, réseauter, etc., etc. Donc il y a un vrai côté communauté. Donc moi, je fais rentrer quelqu'un dans le club. Mais ça peut être un représentant d'une société. Donc, j'ai beaucoup de gens qui investissent par leur holding perso. J'ai beaucoup de gens qui ont des sociétés avec des associés et qui ont l'accord de leurs associés pour investir. Et puis, j'ai même maintenant des gens, effectivement, qui sont des structures, qui vont être des family office, qui vont être des fonds d'investissement, etc. Pareil, qui envoient quelqu'un dans mon club un peu en éclaireur, qui peut investir éventuellement à titre perso et qui peut aussi investir avec sa structure. Donc, ouais, c'est absolument possible et c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de sociétés qui investissent dans les startups dans le cadre du club de Léonis. Ouais. Ok, bon, je voulais parler un peu des VC, mais on n'aura pas le temps. Dans tous les cas, donc, j'ai même pas précisé les VC, c'est Venture Capital. Il y avait une autre notion que je voulais mettre, mais je l'ai oublié, donc c'est pas grave. Ce sera un deuxième épisode l'année prochaine quand on aura. Ah si, voilà, c'est quand même une question importante parce que tu as dit que tu voulais passer de 130 à 500. Comment tu vas faire? Alors, par rapport à la chaîne YouTube, par rapport au réseau? Alors, je te précise que je reviens quand tu veux, si tu m'invites, bien sûr, pour parler des VC. Écoute, alors effectivement, le gros focus, le gros projet de mon année, c'est de passer de 120 en fait membres à 500. On était 120 au début d'année, puis là aujourd'hui, on est 130. Donc mon gros focus, c'est effectivement c'est mon seul objectif de l'année.
avec tout ce qui va avec, de continuer à investir, etc. pour faire grossir le club. Alors déjà, pourquoi en un mot? C'est parce que quand on sera 500, on aura une force de frappe en termes d'investissement beaucoup plus intéressante, puisque c'est 2 000 euros par personne à 500. Si tout le monde décide d'investir, alors chacun a le choix, hein, mais historiquement, il y a quand même en général 80 à 90% des gens qui suivent les deals. Et ben, ça veut dire qu'on pourrait investir 500 fois 2 000 euros, 1 million d'euros sur un deal. Et donc, on parlait tout à l'heure des super angels. Ça me permet de vraiment accéder à des deals encore meilleurs. En fait, plus on peut investir des gros montants, plus on peut avoir accès à des deals extraordinaires. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé le club. C'est-à-dire qu'avec 2 000 euros, tu n'as quand même pas accès à beaucoup de deals quand j'étais tout seul dans mon coin. Alors qu'avec aujourd'hui 300 000 et demain, déjà avec aujourd'hui 300 000, on a accès à des super deals, et demain avec 1 million, on a accès à des encore meilleurs deals, des deals vraiment extraordinaires. Donc, et c'est tout à fait, ça me permet à moi aussi, c'est aussi pour moi finalement, hein, c'est presque égoïste. Moi aussi, j'ai envie d'accéder à ces deals, et puis donc moi j'y accède, et puis je permets à tous les membres du club d'y accéder. Alors maintenant, comment? J'ai pas encore toutes les réponses. Bien sûr, ça passe par continuer à développer ma chaîne YouTube. C'est là d'où viennent une grosse partie de mes membres. Ça passe par faire aussi essayer entre guillemets de faire parler de moi, et notamment, je sais pas si tu l'as aperçu, là, je suis passé sur BFM TV il y a quelques jours seulement. Et donc ça m'a. Ouais. J'ai pas vu, mais j'ai vu que tu étais passé dessus, mais j'ai pas regardé. Voilà. Bon, enfin voilà, je t'enverrai la vidéo. Elle est sur ma chaîne YouTube, et c'est un petit passage très rapide, hein, de 2-3 minutes, mais voilà, ça fait de la visibilité, et ça fait bien sûr de la, je sais pas comment on appelle ça, de la crédibilité. Donc c'est très très bien pour moi, et donc ça fait partie bien sûr de mes projets dans l'année, de médias, etc. Continuer ma chaîne YouTube. Voilà, aujourd'hui j'en suis là. En fait, j'ai quand même beaucoup de demandes, hein, pour entrer dans mon club, parce que je fais quand même quelque chose d'assez unique et exceptionnel, permettre à des particuliers d'investir dans des startups dans la Silicon Valley avec seulement 2 000 euros. En fait, il y a que moi qui le fais en France. Je suis absolument le seul. Donc il y a quand même beaucoup de gens que ça intéresse, si tu veux. Simplement. Surtout qu'avec 2 000 euros, ce qu'on te propose à la banque, tu n'iras pas loin, quoi. Bah exactement. Non, c'est exactement ça. Tu seras ça. rassuré, c'est sûr, mais tu vas plus enrichir la banque que toi-même. Exactement. Alors, après, c'est évidemment pas fait pour tout le monde. C'est fait pour les gens qui acceptent de vouloir prendre des risques. Et évidemment, je le redis, hein, l'investissement dans les startups est risqué, évidemment. Il faut avoir un bon money management. Si tu as 10 000, c'est qu'à côté, tu as 50, 60 000 ou 100 000 euros de côté. Exactement. C'est de l'argent de poche, entre parenthèses. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. Donc, voilà. Donc, voilà pour mon plan. Donc, effectivement, aujourd'hui, en fait, si je fais pas grand-chose et que je continue comme ça, je pense que je peux atterrir entre 4 et 500. Mais par ailleurs, à la fin de l'année, par ailleurs, comme c'est quand même assez ambitieux, beaucoup de monde, etc., j'entreprends aussi des actions, effectivement, voilà, pour essayer de me développer. Donc, comme je te le disais, c'est de la presse, c'est du YouTube, c'est du podcast aussi, comme d'une certaine façon on est en train de faire maintenant. C'est ce que j'allais dire. Voilà, même si c'est. Je vais t'aider et je vais en reparler. Ouais, c'est gentil. Et même si, en l'occurrence, c'est toi qui es venu vers moi et pas l'inverse, mais c'est très bien, et j'étais ravi, et ça rentre en tout cas dans ma stratégie, donc c'est top. Et puis voilà. Alors après, j'ai d'autres idées, mais qui sont pas encore tout à fait formalisées. Donc je vais pas encore t'en parler, parce que je sais pas exactement comment, mais je réfléchis à des idées de parrainage peut-être beaucoup plus avancées. Même si le parrainage aujourd'hui dans mon club existe déjà, mais je réfléchis à je sais pas, peut-être. Mais déjà, je t'invite à mon séminaire, parce que normalement je fais un séminaire le 27 mai. J'ai pas tout validé. J'ai déjà 6 speakers. Je dois valider la salle la semaine prochaine, mais je connais la date. Donc, si tu veux en parler devant 300, non, la salle c'est 490 personnes, donc 500 personnes, pourquoi pas? Ouais, avec plaisir. Alors, tu vois, c'est pareil, c'est tout con, mais exact de la même façon. Tu me demandais comment je vais faire. Voilà, cette année, on m'a invité à parler à quelques séminaires, des invitations que j'ai acceptées avec plaisir. Et donc, bien sûr, j'accepte avec plaisir ton invitation si ça t'intéresse. Oui. Et ça fait aussi partie. Voilà, bon, je sais pas si, à la limite, j'y vais même pas spécialement pour trouver des clients, mais ça fait partie d'un ensemble de choses, de rencontrer des gens, de faire de la visibilité. Exactement. On est là pour donner. Surtout que moi, je suis un peu plus âgé, donc c'est des choses que j'aurais aimé avoir quand j'avais 20 ans. Je le lisais, j'écoutais, et comme là, c'est proche, c'est en français, c'est un Français qui l'a fait, c'est quelqu'un qui l'a fait, qui est jeune, ça va motiver les gens. Le but, c'est de motiver plus d'entrepreneurs, mieux c'est. Voilà, exactement. Donc voilà pour te répondre où j'en suis aujourd'hui. Et puis si toi, Thierry, ou ton audience, vous avez d'autres idées pour m'aider, n'hésitez pas. Mais je suis en réflexion constante et en train de mettre en place plein de choses pour l'année. Mais je suis assez confiant sur le fait d'obtenir ça, enfin de parvenir à cet objectif. Et c'est vrai que ça va être assez fondamental comme transformation pour le club et pour le business.
tous les cas, je mettrai tous les liens dans le show notes pour ceux qui veulent avoir les informations de ta chaîne YouTube, enfin de C'est très tous gentil. les moyens pour te joindre. Bon, de Et toute là, on va façon, attaquer. on me trouve facilement. Hein. Il suffit de taper mon nom ou quoi sur Internet et on me trouve assez facilement. Voilà. Donc, première question, donc quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Bon, tu as déjà répondu, mais bon, je te pose la question quand même. Le business dont je rêve. Ouais, que tu rêves, que tu n'as toujours pas créé. Non, alors ouais, alors effectivement, en fait, la réponse c'est mon business. Enfin, moi, encore comme je te le disais, j'ai créé beaucoup de business, donc j'ai beaucoup réfléchi à. On en revient à ce que je te disais. Quand tu rates, tu te dis mais pourquoi j'ai raté? Je me suis rendu compte que tous les business n'étaient pas égaux, et c'est aussi ça finalement mes critères d'investissement, c'est qu'en ayant fait plein de business, je me rends compte qu'il y a des business plus faciles que d'autres, des business où on gagne plus d'argent que d'autres, et c'est aussi comme ça que je vois l'investissement. Donc j'ai réfléchi. Moi, j'aime beaucoup me poser la question qu'est-ce que tu ferais, c'est une question que je pose à mon audience et que du coup, bah voilà, je pose là et peut-être que les gens qui nous écoutent peuvent se poser la question. Imagine que tu gagnes, je sais pas quoi, 1 milliard d'euros au loto et que l'argent n'est plus du tout un problème dans ta vie. Qu'est-ce que tu ferais de ton temps qui serait ta passion? Qu'est-ce que tu ferais si t'enlevais toutes les considérations financières? Il se trouve que moi, j'ai lu un bouquin que tu dois connaître et que toute ton audience doit connaître évidemment, qui s'appelle La semaine de 4 heures. Oui. J'ai lu ce bouquin-là à 18 ans et ça m'a évidemment mis, t'imagines à 18 ans lire ce bouquin quand tu débutes ta vie d'entrepreneur, ça m'a mis une énorme claque dans la figure et assez rapidement du coup j'ai essayé d'appliquer ce qui se passait et de créer ce que Tim Ferriss dans son bouquin appelle des muses, c'est-à-dire des business automatisés qui rapportent pas d'argent. Et donc si tu veux, moi aujourd'hui j'ai pas spécialement besoin de travailler pour vivre, pour gagner de l'argent. J'ai des business automatisés qui me rapportent de l'argent, qui sont des trucs que j'ai mis en place entre mes 18 et mes 25 ans. Et du coup, je me suis posé cette question et je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu ferais? Et en fait, j'ai décidé de créer un peu le business de mes rêves, qui est Léonis. Donc, pour moi, le business parfait, pour moi, c'est pas le business parfait dans l'absolu. Chacun a une vision différente, mais pour moi, le business parfait, c'est Léonis. J'adore ce que je fais, ça m'éclate. J'ai l'impression de faire ce pourquoi j'ai été mis sur cette terre d'une certaine façon, parce que ça me plaît énormément et il se trouve que je suis plutôt bon. Et donc, quand tu as un truc qui te plaît énormément et où tu es bon, voilà, faut pas réfléchir et il faut faire ça. Donc c'est ça le business de mes rêves, c'est Léonis pour moi. C'est pas du tout. Chacun doit trouver son business différent, mais en tout cas, je vous invite tous à vous poser la question si l'argent n'était pas du tout une considération, qu'est-ce que je ferais? Et puis ensuite, c'est bien beau de se poser la question, mais ensuite, à partir de là, essayer de prendre des actions concrètes pour dire et si en fait je faisais ça dès maintenant et que je trouvais quand même une façon de gagner ma vie avec ça. Ok, tu as bien répondu, ce que tu l'avais déjà dit, mais là, tu as précisé et validé et posé les bonnes questions que les gens vont se poser eux-mêmes de leur côté. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Oula, c'est vaste. Qu'est-ce que tu appelles meilleure expérience? Quelque chose que quand tu te lèves ou si tu te rappelles, tu te dis, ouais, ça c'est vraiment un truc, voilà, j'ai investi tant, je suis sorti tant, ou j'ai aimé quand j'étais dans cette boîte, ou cet investissement. Alors, je vais te donner deux réponses. Je vais te donner deux réponses. La première, c'est que vraiment ma meilleure expérience en tant en tant qu'entrepreneur, c'est en fait mon expérience actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la chance de vivre un truc extraordinaire. J'ai la chance de faire, comme je te le disais, un truc qui me plaît, d'en vivre, d'adorer ça. Et puis, j'ai vraiment évolué quand j'étais par rapport à avant. Ces dernières années, j'ai beaucoup lu sur le développement personnel, sur etc. Et donc, j'ai la chance d'avoir une vie aujourd'hui que j'ai choisi et d'avoir un business au service de ma vie et pas ma vie au service de mon business. Donc, j'ai la chance de lire 2 heures par jour, de voyager dans 15 pays par an, de méditer quotidiennement, de faire du sport, de prendre soin de moi, de prendre du temps pour mes proches et ma famille et de bosser sur un truc qui me plaît énormément. Et si tu veux, j'ai une qualité de vie aujourd'hui que j'ai choisie, que j'ai créée, qui est assez énorme et j'ai une vie... je me suis un peu créé la vie de mes rêves. Ça veut pas dire une vie de rêve dans l'absolu, mais je me suis créé une vie qui me convient. Et chaque fois que je me lève le matin, je me dis waouh, j'ai vraiment de la chance d'être là, de faire ce que je fais et d'être voilà. Donc ça, c'est vraiment une expérience. Si tu veux, en ce moment, je suis à un niveau de bonheur entre guillemets, de satisfaction assez élevé parce que je l'ai créé de toutes pièces. Et je partais de très loin. Hein. J'étais le mec super bosseur. Qui avait pas de vie, j'ai quasiment fait une espèce de burn-out à un moment dans une boîte. J'avais pas du tout une bonne hygiène de vie. Je sortais beaucoup, je buvais beaucoup d'alcool, je mangeais mal, je faisais pas de sport. Enfin, j'ai un peu transformé tout ça et aujourd'hui j'ai une qualité de vie mais encore une fois que je me suis créé. Et donc, si tu me dis quel est le moment de ta vie entrepreneuriale où tu as le meilleur souvenir et où tu as été le mieux, c'est ça. Maintenant, deuxième réponse parce que c'est quand même marrant sur l'investissement. Avant de créer mon club, j'investissais tout seul. Et puis, il y avait mon père qui s'intéressait à ça, qui avait jamais investi de sa vie. Puis, je suis très proche de mon père par ailleurs. Et c'est
pas un entrepreneur, mais presque. Et donc, on a toujours beaucoup parlé business. Et donc, quand j'ai commencé à investir tout seul, je lui en ai parlé. Puis il m'a dit, oh, bah, c'est marrant, ça m'amuse, je vais investir avec toi. Et puis, il y a un business que, à chaque fois que je trouvais un nouvel investissement, je lui en parlais que à lui au début. Et puis, en général, il investissait avec moi et on se marrait ensemble. Il disait, ah, c'est marrant et tout, etc. Et il y a un business que je lui ai partagé, qui était une plateforme, ce qu'on appelle un exchange, une plateforme d'achat-vente de crypto-monnaies. Alors, pour les gens qui s'y connaissent, c'est un concurrent, par exemple, de Coinbase, qui est très connu. En une phrase, c'est si tu veux acheter ou vendre des crypto-monnaies, bah, tu le fais sur un site, sur une plateforme, tout simplement. Et ça, ça remonte à 2016, je crois. Et moi, je m'intéressais déjà aux crypto-monnaies et je trouvais ça génial. Et je me dis, bah, en fait, investir dans une plateforme, c'est comme investir dans une future banque. Les crypto-monnaies vont se développer et ces plateformes, là où on achète, on vend des cryptos, c'est les futures banques. Et donc, investir dans une boîte, aujourd'hui, c'est comme investir dans une banque très jeune. Et je lui raconte ça et il me dit, ce qui est très intéressant, c'est qu'il croyait aux crypto-monnaies, tu vois, il dit, mais oui, les crypto-monnaies, c'est l'avenir, etc. Ce qui est pour, tu vois, quelqu'un de sa génération, pas forcément évident. Mais il me dit, bien sûr, j'y crois énormément. Mais il me dit, non, investir dans une plateforme, j'y crois pas du tout. Et notamment, il me dit, la valo est trop chère. Et je dis, oui, mais la valo, ça veut rien dire quand la boîte a un tel potentiel, même si la valo est chère, si la boîte a un potentiel énormissime, les banques aujourd'hui, ça vaut des dizaines, des centaines de milliards, donc c'est pas grave. Et il me dit, non, j'y vais pas. Et il me dit, je me souviendrai toujours, il me dit, bah, bon courage pour revoir ton fric. Et évidemment, donc ça c'est la première moitié de l'histoire. Et la deuxième moitié, c'est que donc cette boîte qui s'appelle Bitstamp, par ailleurs, se fait racheter par un fonds d'investissement sud-coréen pour 250 millions de dollars, et que je fais un exit magnifique, qui est mon plus bel exit à date aujourd'hui, et que évidemment, je lui en parle et je lui dis, bah alors et tout, t'y croyais pas? Je le taquine très gentiment, mais il s'en fout. Il est très content pour moi évidemment. Et puis voilà, il me raconte, il me dit, bah voilà, voilà ça m'apprendra à pas t'écouter. Voilà. Ça, c'est un truc que je garde un souvenir génial parce que c'est un truc où j'ai eu une conviction forte. On n'était pas d'accord. Et au final, c'est moi qui ai eu raison. Alors, ça aurait pu être lui qui avait raison, évidemment. Je raconte pas ça pour dire que je suis le meilleur. Mais en tout cas, quand il se trouve qu'on avait raison, évidemment, ça fait plaisir et on en garde un très, très bon souvenir. Donc, voilà. Ouais, surtout que ton père, je pense pas qu'il t'en ait tenu rigueur, c'est ton père. Donc non, pas du tout, effectivement. Et puis, exactement. Par rapport à ce que tu me dis, c'est un papa génial parce que qui aime déjà l'investissement et qui investit avec son fils et qui fait aussi dans tout ce qui est un peu moderne, c'est très rare. Ouais, absolument. Mais c'est marrant parce que voilà, il avait jamais investi avant et en fait, c'est trop drôle, tu vois. Bon, maintenant il a 64 ans, il est à la retraite, mais il me dit, mais en fait, si j'avais su qu'on pouvait faire ça dans les startups, moi je l'aurais fait depuis 40 ans, quoi. Avant moi, il savait pas, donc c'est assez marrant. Ouais. On en revient toujours, on est là nous pour informer parce qu'il y a plein de trucs que les gens ne savent pas, ils aimeraient le faire mais ils sont pas au courant. Exactement. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Écoute, alors pour devenir entrepreneur, ça veut dire que cette réponse, c'est pour quelqu'un qui n'est pas encore entrepreneur. Pas encore entrepreneur, ouais. Et je vais te dire, alors la réponse, c'est la sueur. Alors pourquoi je dis ça? 99% des gens qui ne sont pas encore entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui veulent le devenir et qui disent « j'ai pas la bonne idée et j'attends ». Et en fait, c'est quelque chose que moi j'entends quasiment quotidiennement. En fait, la bonne idée, ça vaut pas grand-chose. Et si tu veux vraiment être entrepreneur, alors il y a des gens qui disent ça pour se trouver une excuse parce qu'en fait, au fond d'eux, ils sont pas faits pour être entrepreneurs ou ils veulent pas vraiment le faire. Donc ça, très bien, qu'ils restent dans leur schéma et qu'ils peuvent se raconter ce qu'ils veulent. C'est pas très grave. Mais les gens qui veulent vraiment être entrepreneurs et qui disent j'ai pas la bonne idée, c'est pas du tout pour moi la bonne façon de voir les choses. Quelque chose qu'on m'avait expliqué quand j'étais tout jeune et que je commençais ma boîte. L'idée, ça vaut 1. Le business plan, ça vaut 10 et l'exécution, ça vaut 100. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas hyper important. Ce qui est important, c'est comment tu vas gagner de l'argent, le business plan, et surtout l'exécution. Et c'est ça que j'appelle la sueur. Et ce que je dis souvent, je sais plus, je l'ai peut-être, je me demande si je l'ai même pas écrit dans mon bouquin. Je préférerais investir dans une boîte montée par Elon Musk qui va essayer de vendre des cafards de compagnie, qui est quand même une idée de merde, plutôt que d'investir dans un mec complètement nul, qui a aucune expérience et qui est complètement nul et qui veut monter une boîte de voitures électriques comme Tesla ou de fusées comme SpaceX. Parce que un mec comme Elon Musk est tellement bon et il sait lui ce que c'est d'entreprendre et l'exécution que même si Elon Musk voulait monter des cafards de compagnie, il y arriverait. Alors que monter une boîte de fusée, si tu veux monter une boîte de fusée, il n'y a pas d'idée particulière. Tu vois, on va faire des fusées, quoi. Alors, bon, c'est peut-être un mauvais exemple parce que lui, il avait l'idée on va faire les fusées réutilisables. Mais je sais pas, prends l'exemple de Apple. Apple, ils disent on va faire des téléphones. Bon, n'importe qui demain peut dire on va faire des téléphones, si tu veux. Il y a aucune idée. Par contre, dans l'exécution, Apple, alors on est pro ou anti-Apple, peu importe. Moi, j'aime beaucoup Apple. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup leurs produits. Dans l'exécution, ils disent on va faire le meilleur téléphone du marché qui va être très beau, qui va être très performant, qui va être très simple d'utilisation, qui va être ceci, cela. Et donc,
Ce qui compte, c'est pas l'idée d'avoir créé une boîte de smartphone, c'est ce que tu exécutes derrière. Donc le secret, le plus gros levier pour répondre à ta question, c'est la sueur, c'est-à-dire bouge-toi les fesses et fais quelque chose et donne-toi du mal et passe-y du temps. Et c'est comme ça qu'on réussit. En tout cas, c'est comme ça qu'on crée une boîte. Merci pour ta réponse et pour tes exemples. Je trouve que ça plus clair. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Alors, le livre que je conseillerais à tout entrepreneur, écoute, il y en a plusieurs. Peut-être que si je devais en conseiller que un, je conseillerais de Zero to One de Peter Thiel. Surtout pour un entrepreneur. Alors, moi, je conseille beaucoup. Tu allais me sortir celui-là, mais c'est le. Ah ouais? Bah ouais, parce que quand t'en parles, c'est comme si tu avais repris des choses. Enfin, ah bah évidemment. Ouais, c'est. Non, mais absolument. En plus, t'en as cité déjà un. Avant, c'était Pitch Anything, donc, que je vais le noter aussi. Ouais, alors Pitch Anything est génial comme bouquin pour te permettre, mais c'est vraiment très orienté sur le pitch. Et à la limite, il n'y a pas forcément besoin de savoir pitcher pour réussir dans l'entrepreneuriat. Encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'a même pas besoin de lever des fonds pour réussir. J'ai un peu hésité avec la semaine de 4 heures, mais la semaine de 4 heures, c'est hyper connu. Zero to One, c'est connu aussi, mais pour un entrepreneur vraiment qui démarrerait ou même qui démarre pas, Zero to One, il y a vraiment énormément de notions hyper intéressantes sur la notion de monopole, de créer son marché, de créer quelque chose de nouveau, etc. Et que j'ai trouvé assez fascinant dans ce bouquin. Donc, pour un entrepreneur qui l'a pas lu, voilà. Après, moi, en fait, la question m'a un tout petit peu, pas désarçonné, mais moi, j'ai l'habitude de recommander des livres plutôt pour les investisseurs. Donc voilà, pour les investisseurs, j'ai plein d'autres bouquins. Mais pour un entrepreneur, voilà, je pense que Zero to One, c'est là où tu auras le plus de choses intéressantes, concrètes et aussi actionnables, vraiment des choses que tu peux implémenter assez rapidement dans ton business. Et puis un deuxième, je conseille bien sûr les bouquins de Russell Brunson pour un entrepreneur aujourd'hui dans le monde du web. Donc il a écrit 2 bouquins et il en sort un 3e en mai qui s'appelle Dot-com Secrets, le premier, le deuxième s'appelle Expert Secrets et le 3e va s'appeler je crois Traffic Secrets. Et voilà, donc Russell Brunson, un entrepreneur génial. Moi, je les ai lus, ça m'a vachement aidé dans mon business. Je trouve que c'est plein de bon sens. C'est un classique en fin de compte. Comme on dit. Voilà, c'est en train de devenir un classique et je pense que c'est hyper intéressant, intelligent, la façon dont il voit le business. Voilà. Et pour revenir sur Zero to One, moi je l'ai eu en audio parce je l'avais vu disponible sur YouTube, donc je ne sais pas s'il l'a encore. Bon, il est un peu long, il fait 8 heures ou 10 heures, mais voilà, il est vraiment intéressant. Donc ceux qui n'aiment pas lire, il faut aussi l'écouter. Donc voilà. Ou sinon, aller sur Audible s'il y est. Voilà. Il y est sur Audible, moi je l'ai. Ouais. Enfin, moi je suis abonné à Audible et alors il est peut-être que je sais pas s'il est en français moi, mais en tout cas, ouais. En anglais. Mais ça doit se trouver en français aussi et en tout cas, non, si c'est un très bon bouquin, il est pas énorme, donc vous pouvez le lire facilement. Et donc dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Écoute, je sais pas. Il y a un truc qui me, je sais pas si c'est un rêve. Il y a un truc qui m'a toujours un peu titillé, c'est de savoir coder. Alors en fait, je sais coder. Parce que moi j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, donc j'ai appris à coder à l'école, mais ça me plaisait pas beaucoup et j'en ai pas fait par la suite et donc je code assez mal. Je code mieux que quelqu'un qui en a jamais fait. Je suis capable de comprendre le code et de comprendre de quoi ça parle, etc. Et c'est aussi un avantage quand on investit dans la tech. Mais c'est un espèce de débat un peu intérieur que j'ai eu toute ma vie. Je me dis, avec toutes les compétences que j'ai, tout ce que je sais faire, le marché, machin, etc., si je me mettais vraiment à fond dans le code, je pourrais, à moi tout seul, créer des boîtes de fous si je savais coder sur vraiment les trucs un peu les vrais technos modernes, etc. Tu vois, j'ai appris à coder à l'école en C. C'est pas hyper. Tu peux pas faire grand chose aujourd'hui en C, quoi. Enfin, pas pour du web, etc. Et donc, je me pose souvent la question. Je me dis, bon, est-ce que, tu vois, si un jour j'arrête Léonis, je sais pas si je le revends ou j'en sais rien, ou que j'arrête et que je recommence ma vie à zéro, est-ce que je me foutrais pas sur une plage en Thaïlande et j'apprendrais à coder un peu tout seul dans mon coin, quoi, et essayer de créer des business. D'un côté, je me dis ça, je me dis voilà, un jour dans ma vie, quand j'aurai réussi ou j'en sais rien, j'apprendrai à coder. C'est un truc que j'ai toujours dans un coin de ma tête. À la fois, en fait, quand je code, j'ai pas énormément de patience. Et puis, j'en ai beaucoup parlé avec des copains, et notamment avec un copain qui se reconnaîtra peut-être, avec qui on en est arrivé quand même à la conclusion suivante, et c'est pas faux, de se dire qu'en fait, des profils comme lui, en l'occurrence, et en tout cas comme moi, j'ai quand même plus de valeur ajoutée sur d'autres aspects que sur le code. Le code, il y a plein de gens qui savent coder. Enfin, c'est rare, mais il y a quand même plein de gens qui savent coder. Et j'ai peut-être plus vite fait de m'associer avec un codeur et de moi faire plein d'autres choses que je sais faire et que je fais bien et que je fais mieux, plutôt que de réapprendre le code.
Donc c'est un des premiers trucs qui m'est venu en tête en disant quelles compétences, voilà. En même temps, c'est un truc, tu vois, je pars pas de zéro, je le connais un petit peu et je sais même pas si à un moment dans ma vie je ferais ça ou pas. J'entends parler de gars qui revendent leur boîte et qui se mettent à coder. C'est assez marrant. Je sais pas. Voilà, voilà ce que je pourrais te répondre. T'es pas le premier à m'en parler, donc et de plus en plus souvent on m'en parle. Donc, mais bon, après on en revient souvent à ce que tu viens de dire. Il vaut mieux s'associer avec un bon codeur et toi faire autre chose. Donc, à faire. Probablement. Donc je sais pas en fait si c'est une compétence que je rêverais d'avoir vraiment. Après, là je pars un peu dans le fun, mais enfin dans l'irréel. Mais moi j'aimerais bien entre guillemets. Enfin, ça n'a aucun sens, mais j'aimerais bien savoir prédire, lire l'avenir. Donc ça n'arrivera jamais, mais pas dans le sens où bon, ça rendrait mon métier plus facile, mais parce qu'en fait toute la journée, on me demande, voilà, combien de temps, quand est-ce que je vais faire mon exit, combien je vais gagner, et je passe mon temps à répondre aux gens, mais je ne sais pas, et je peux pas te le dire, je peux pas lire l'avenir. Et heureusement, hein, mais voilà, Mais dans la question, j'ai bien marqué rêve d'avoir. Donc rêver, ça veut pas dire que tu vas l'avoir. Et puis dans un cas entre les deux, tu peux juste apprendre à devenir visionnaire, à voir. Et c'est ce que tu fais déjà en direct. Parce que quand tu vois souvent. Exactement. T'as pas toujours raison, mais des fois, tu as le bon nez. Donc, Exactement. Alors, ça, c'est une très, très bonne réponse. C'est toi qui la donne à ma place, mais merci. Mais voilà, je vais répondre ça. Non, mais c'est vrai. Être visionnaire, et je pense que visionnaire, tu vois, on dit si lui, il est visionnaire, c'est un truc en mode, c'est un gars extrêmement intelligent, dingue. Je pense qu'on peut être visionnaire à notre niveau. Effectivement, je pense que dans mon métier, en fait, mon métier, c'est essayer d'être, d'une certaine façon, un petit peu visionnaire. C'est-à-dire, effectivement, d'essayer de comprendre et d'entrevoir quels vont être les enjeux du monde de demain, comment va être le monde de demain. Et ça, c'est une compétence. Effectivement, peut-être que j'espère que j'ai un petit peu, en tout cas que j'essaye de développer, que je travaille beaucoup à développer. Et donc, ça fait une très, très bonne réponse à ta question. Bon, on est officiellement le podcast le plus long. C'est vrai. Donc, zut. Ouais. Là, mais moi, j'adore ça. Donc, en plus, j'adore la finance. On aurait pu parler plus longtemps. Donc, je vais prévenir à ceux qui ont dans l'intro que c'est un peu long, mais bon. Mais que ça vaut le coup. Tu leur diras que ça vaut le coup. Aller jusqu'au bout et qu'ils vont apprendre beaucoup. Donc, Gabriel, je te dis grand merci. Merci à toi, Thierry, de m'avoir reçu. À très vite. Ciao. Voilà, c'est fini donc pour toi qui veux devenir peut-être investisseur. Donc, au moins, tu as eu l'information grâce à Gabriel. Donc, encore merci à Gabriel. Donc, si tu souhaites rejoindre Gabriel, donc tu vas sur leonis.vc, donc leonis.vc. VC. Tu peux donc aussi, donc je mettrai les liens dans le show note pour aller donc vers sa chaîne YouTube et donc tous les liens vers ses réseaux si tu veux. Donc n'hésite pas à commenter et à partager si tu as aimé. Si tu es sur YouTube, donc mets-moi le pouce et donc abonne-toi. On fait donc je fais 2 émissions par semaine. Donc n'hésite pas à aller donc commenter sur Spotify, iTunes pour supporter le podcast. Le but c'est vraiment de faire grandir la communauté. Et comme tu as pu le voir aujourd'hui, donc de parler d'investissement, d'entrepreneuriat, de développement. Donc vraiment une grande vision donc sur l'indépendance financière et l'entrepreneuriat. Le but c'est vraiment d'avoir les personnes qui sont dans l'action et qui peuvent t'aider en t'éduquant, que ce soit en développement, comme j'ai dit, dans l'immobilier. Voilà, c'est assez large, mais voilà, c'est vraiment des gens qui ont fait et qui font encore donc des choses importantes dans ce domaine-là et qui vont permettre donc de savoir où tu veux te guider. Peut-être c'est l'immobilier, peut-être c'est Amazon, peut-être que c'est l'e-commerce, peut-être que c'est le développement. Voilà, c'est toujours enrichissant de voir aussi ce que font les autres pour voir si on peut le recopier sur un autre domaine. Donc moi, je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.